Alors moi, je devais parler aujourd'hui, normalement, de la saga Metal Gear et de l'influence du cinéma sur la saga. Et en fait, en préparant le sujet, je me suis dit, je vais partir sur un truc plus large. Et je vais partir plutôt sur Hideo Kojima, donc le créateur de Metal Gear. Et je trouvais intéressant, en fait, de parler plutôt de lui que du jeu, parce que c'est vachement attractif de parler que de Metal Gear, alors que l'influence du cinéma sur la carrière de Kojima, elle a été énorme, et ça va encore durer pendant un long moment, je pense. Désolé. Donc, ouais, mais y a pas de souci. Vous êtes sûr de l'essuie tout, c'était pas un P. Donc, alors Kojima, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il a toujours été à fond sur le cinéma. Il a toujours dit, dans ses interviews, c'est un truc qu'il a toujours suivi. À la base, il voulait faire ça, le gars, il voulait pas travailler dans le jeu vidéo. Et il a passé des concours, même quand il était au collège, il tournait des petits films en 8 mm et tout, enfin, c'était vraiment sa passion. Et il a laissé tomber, en fait. C'était trop compliqué, surtout au Japon, à l'époque, dans les années 80, de se lancer dans le cinéma. Ils avaient beaucoup moins de moyens qu'à Hollywood ou dans d'autres pays où c'est une place plus importante. Du coup, il partait sur des études dans l'économie. Voilà, il dirigeait un boulot, un boulot, on va dire, un peu plus dans les clous, quoi. Terre à terre. C'est ça. Un peu plus salaryman que voilà. Kojiman. La création, c'était pas trop, il partait pas trop dans ça. Et du coup, comme il était fan de jeux vidéo, en jouant à Mario, il a eu un peu le déclic. Ouais, parce que j'allais dire, il est vieux, Kojima. Enfin, oui. Il est vieux. Relativement, il est plus vieux que nous, quoi. Il a 53, 54, un truc comme ça. Voilà, donc ouais. le jeu vidéo, soit il a commencé tard, soit il y avait pas, c'était pas non plus... Il avait la vingtaine à l'époque, dans les années 80. Donc, voilà, il avait à peu près 20 ans. Et à l'époque de la NES, donc il jouait à Mario. Et en fait, il s'est rendu compte, ça lui a sauté aux yeux, que dans un jeu vidéo, on pouvait raconter une histoire. Et il s'est dit, c'est peut-être ça, un peu ma porte de sortie, entre guillemets, ou ma porte d'entrée, selon comment on va voir la chose, mais je peux faire ma carrière peut-être de ce que j'ai pas pu faire dans le cinéma. Sa carrière était dans un autre château. Oui, on peut le voir ça comme ça. Et du coup, il est rentré chez Konami comme ça, en 86, en tant que chef de projet. Il s'est dit, je vais juste tenter mon truc. Et en fait, là-bas, il a eu la bonne surprise de tomber sur des musiciens, sur des illustrateurs, sur d'autres gens passionnés par le cinéma. En fait, c'est des gens qui étaient comme lui, attirés par d'autres, on va dire, d'autres activités créatives et qui n'ont pas pu percer. Il y en a qui n'ont pas pu devenir mangaka, d'autres qui n'ont pas pu devenir musiciens professionnels, qui ont senti, on va dire, le jeu vidéo comme une porte de sortie. Donc, du coup, ils sont tous retrouvés avec lui dans des gars hyper créatifs qui avaient plein d'idées. Et on peut parler de bande, quoi. Une bande de potes, quoi, presque. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il est entré comme ça chez Konami, il a fait sa rencontre-là. Et donc, il s'est vu, il a eu d'abord l'opportunité de bosser sur Penguin Adventure, mais il était vraiment là que... Ouais, Penguin Adventure. Ça a été son tout premier jeu, c'était un jeu qui est sorti sur MSX à l'époque. Donc le mec, on lui dit, tu veux raconter des histoires, vas-y, raconte l'histoire d'un pingouin. En fait, le jeu était déjà là, il était pas, comment dire, c'était pas lui qui était à la tête du projet, il était plus là en accompagnement, en fait. Est-ce qu'il a pas laissé des petits caméos, des petites références du genre, ah putain, comment il s'appelle? Le télépathe. C'est Comantis? C'est Comantis, est-ce que... Ah non, pardon, j'étais parti sur... Pourquoi j'étais parti sur Octopus? Octopus. C'est quoi le rapport entre les pingouins et les octopus? Je me suis dit peut-être qu'un des ennemis du pingouin, c'était un octopus. Et qu'à un moment donné, il s'est dit, tiens, je vais le faire revenir, ça... Je sais pas. Non, alors, moi, j'ai pas pu trouver d'infos sur ce qu'il a fait précisément dans ce projet-là. Je sais qu'il a été vraiment... en tant qu'aide, on va dire, je pense que c'était plus pour qu'il se fasse la main. Derrière, on lui a donné un projet à gérer entièrement. On lui a mis une équipe à disposition. Ça a été pour un jeu qui s'appelait Lost World. Et pendant 6 mois, il était sur le développement de ce jeu. Il a finalement été abandonné, en fait, parce que c'est la réputation qu'après il va traîner toute sa carrière. Kojima, c'est que il met trop de temps à développer un jeu, à poser les idées, il est trop tatillon. Ça, c'est un truc qui va le suivre toute sa vie, quoi. 5 ans pour le 5, hein, c'est ça, hein. Metal Gear Solid. Rien que le premier, c'était 4 ans, mais je crois, on y reviendra après, mais rien que le premier, c'était 4 ans. Et sûrement que 5 ans pour le 5, c'est tout à fait réaliste.
Alors du coup, on en était où? Donc ouais, il s'est vu confier ce projet-là, Lost World, et en fait, donc voilà, ça a été annulé par Konami au bout de 6 mois, parce qu'il mettait trop de temps à le sortir. Mais les gars, ils pensaient que ça se faisait comme ça en 2 jours, parce que 6 mois, c'est pas ouf quand même. Enfin, je veux dire. Alors à la base, Konami, si je te dis pas de conneries, c'était des gars qui sortaient qui faisaient des imprimantes ou des trucs dans le genre, et qui sont développés au fur et à mesure vers le jeu vidéo. Mais à la base, Konami, ils faisaient pas du tout du jeu vidéo. Et maintenant, ils sont devenus ils font des pachinko. C'est ouais, c'est ça. Mais alors, moi, si je peux me permettre de t'interrompre dans un truc, il y a un truc qui me rend dingue, c'est que je me dis, à l'époque, tu faisais des études d'économie, tu disais n'importe quoi, tu disais, oh, puis non, finalement, je ferais bien des jeux vidéo, puis les gens disaient, ouais, ok. Bah, en plus, il a été pris comme chef de projet quand il a été engagé. Oui, voilà, en gros, c'est, t'es le seul à essayer d'avoir un diplôme, donc, c'est un peu ça. Je faisais bien, c'est un peu ça. Alors, lui, il explique, dans les différents trucs que j'ai trouvé, différentes sources, que lui, il proposait 100 à 200 idées de jeux par jour. Et en fait, il a tellement fait chier ses supérieurs avec ça, qu'à la fin, c'est là qu'ils lui ont proposé de filer la main sur Penguin Adventure pour qu'il se fasse un peu la main, et derrière, qu'ils lui ont proposé de gérer un projet tout seul, donc Lost World. Alors, après, il faut quand même se rendre compte, il faut quand même reposer les choses dans leur contexte. 200 idées pour Kojima, ça fait, dans les 200 idées, il y en a une, c'est un mec qui marche dans la nature, et il porte des cartons. Oui. mais il n'aurait pas accompli son rêve des années plus tard. C'est ça. Du coup, voilà, donc Lost World s'est tombé à l'eau, et pour lui c'était un peu un coup dur parce que il était déjà un peu mal vu chez Konami parce que il démarrait mal. Ça démarrait mal. Parce que il savait pas développer, donc il était vu comme un gros noob en développement alors qu'a priori tout le monde savait plus ou moins développer. Lui c'était celui qui était vraiment en galère. Et donc avec ce projet-là qui a pris des plombes, voilà, il était vraiment très mal vu. Du coup, ils l'ont filé un peu, on dirait une espèce de barreau d'honneur, quoi, la dernière chance. The Final Fantasy. C'est ça. Ils lui ont dit, ben voilà, écoute, il nous faut un jeu militaire. Donc, on te remet une équipe à disposition. Tu te démerdes, tu nous ponds un truc dans tel délai, etc., etc. Et en fait, c'est là où il va commencer à pouvoir s'exprimer. Et c'est là où on va voir toute l'influence du cinéma sur son œuvre. Donc, le jeu en question, Metal Gear, voilà. Donc, le tout premier. Et les influences dessus, déjà, il va la prendre pour l'histoire. Il va la repomper sur Les Oies Sauvages. Donc, Les Oies Sauvages, c'est un film des années 70. L'histoire, c'est le gouvernement britannique qui envoie un de ses agents en Afrique pour pour ramener un gars qui est pris en otage et qui est super important. Alors, parce que les gars, vous êtes en train de me dire, c'est quoi le rapport entre un octopus et un pingouin? Et là, tu me dis, le Metal Gear, c'est inspiré des Oies Sauvages. Oui, mais clairement. Et ça vous choque pas? Non. Donc ça, c'est le scénario des Oies Sauvages. Le scénario de Metal Gear, c'est le gouvernement américain qui envoie un soldat en Afrique pour qu'il aille récupérer un otage, en l'occurrence c'est Grey Fox, et en plus pour qu'il aille se renseigner sur un projet qui s'appelle Metal Gear, donc à l'époque on sait pas grand chose. Donc voilà, ça c'est déjà pour l'inspiration du scénar. Après il y a l'inspiration du gameplay. Alors là vous allez me dire, mais comment un film il peut inspirer un gameplay? Alors je vais vous le dire. Le film en question c'est La Grande Évasion. Et ça y est, je vois. Voilà. Tu rentres en dessous des trucs, tu te caches derrière des murs. C'est ça. Ouais. Bon, sauf que dans le Metal Gear 1, enfin celui sur... Et dans La Grande Évasion, il y avait vraiment des cartons? Dans le premier Metal Gear, t'avais le carton. Non, dans La Grande Évasion. Ah, ça je sais pas, j'ai pas vu le film, enfin... C'était un autre film, du coup. C'est un truc à voir. Mais du coup, voilà... pour les auditeurs éventuels. Pour ceux qui ne nous écoutent pas. S'ils existent, s'ils sont là. C'est pour toi public. Merci. L'histoire de La Grande Évasion, c'est des soldats britanniques, etc., qui sont coincés dans un camp en Pologne, enfin qui sont plutôt maintenus captifs. Et ils essayent de s'évader. Et bon, le délire du film, c'est qu'il y a des scènes où les gars creusent des trous, des tunnels, des galeries pour s'échapper, et les gardes les voient, ils sonnent l'alerte, enfin voilà, il y a ce genre de scène. Et du coup, en fait, ça, c'est ce qui m'a inspiré ce qui va être au centre du gameplay de Metal Gear, c'est ça. Pourquoi il est parti sur ça, Kojima? Parce qu'à l'époque, donc, Konami voulait un jeu d'action, et par rapport aux idées qu'il avait en tête, Kojima,
C'était la plateforme sur laquelle il bossait elle était pas assez puissante. Il pouvait pas exprimer ce qu'il avait en tête, à l'esprit. Du coup, c'est plutôt que de faire un jeu d'action pure, je vais faire un jeu où on évite l'action en fait. Donc un jeu d'infiltration, c'est le premier jeu d'infiltration Metal Gear. Est-ce que c'est pas parce qu'il savait pas coder les combats plutôt? Non, ça. Après ça, justement, il y a eu ça qui a été un peu une source de frustration pour lui. C'est qu'en fait, dans ces jeux-là, il pouvait pas exprimer tout ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'il est parti derrière sur Snatcher. Juste après Metal Gear 1. Snatcher. Qui est toujours sur ma playlist. Qui a l'air super. Je le connais pas, celui-là. Tu peux nous en parler? Ouais, clairement. Donc, Snatcher, c'est un jeu pareil, grosse inspiration du cinéma hollywoodien. En l'occurrence, Blade Runner et Terminator. Donc, on est sur du cyberpunk. Le scénar, c'est clairement du Blade Runner. Il y a des espèces de robots qui commettent des meurtres. Et, on incarne un policier ou un détective qui enquête sur ça. Si je dis pas de conneries, il y a un peu de fanservice dedans. Ah, mais à fond. Le truc, tu vois la jaquette. D'ailleurs, en parlant de jaquette, tu vois la jaquette de Metal Gear 1. C'est pompé de Terminator. C'est Kyle Reese, donc le gars qui est envoyé du futur par John Connor. Je voulais parler de fanservice. Ah oui, il y en a sûrement. Mais du coup, oui, sur la jaquette, tu vois clairement, voilà, tu vois une espèce d'Harrison Ford version japonais, quoi, en dessin, mais voilà, c'est ça l'idée. Et du coup, sur Metal Gear, pareil, la jaquette, c'est donc Kyle Reese de Terminator, le personnage qui est envoyé du futur par John Connor. Voilà, on est même pas dans l'inspiration, en fait, on est dans le plagiat. On est clairement dans le plagiat à cette époque-là. Hop. Tu sors le nom en paix dès le premier jour. Ah, bah oui, il faut. Tu vas pas faire rentrer dans cette entreprise. Alors, je vais regarder mes notes, on sait jamais si j'ai oublié quelque chose à dire sur Snatcher. D'ailleurs, tu as un très beau carnet, des années magnifique. C'est vrai. Mes notes, c'est un peu le bordel, mais sinon... Moi, je pensais que c'était le tien. Ouais, non, j'aurais pu en avoir un comme ça, ouais. En termes de gameplay, on n'est pas du tout sur de l'action, c'est justement aussi pour ça qu'il a plus s'exprimer, c'est qu'on est vraiment sur de la visual novel, donc voilà, du roman graphique, jeu d'aventure graphique interactif. Donc on a l'histoire, on a un peu des choix quand on discute avec un protagoniste, un personnage. On a des choix multiples, mais voilà, c'est du coup lui la liberté qu'il a pu avoir là, c'est dans les plans. Vu qu'il avait rien à développer, il dépendait pas d'un développeur qui allait lui dire non mais là on peut pas mettre tel son à tel moment, telle image à tel moment. Enfin là il pouvait faire vraiment sa vie. Il fallait juste que les graphistes puissent lui faire des plans avec de la vieille 2D de l'époque, comme lui imaginait quoi pour la mise en scène. Mais voilà, il a pu aller vraiment au bout de gérer ça comme un film en fait. Il a pu vraiment se faire plaisir sur ça. Et il y a eu une suite à Snatcher quelques années après qui était des Police Notes, qui était dans le même délire en termes de gameplay. On est toujours sur quelque chose qui est un peu dystopique, futuriste, avec voilà des enquêtes. Donc ça c'est un format qu'il a vraiment apprécié. C'est peut-être celui-là auquel je pensais tout à l'heure. Peut-être. Lui il a été plus connu, enfin par le grand public il était plus connu Police Notes. Et Snatcher, il était connu au Japon, mais... Je pense que quand j'ai cherché les ROM pour Police Notes, je suis tombé sur un truc qui disait c'est la suite de Snatcher, c'est pour ça que Snatcher, ça pète comme nom, Snatcher, quoi. Il faut savoir que, d'ailleurs... Comme Margaret. Ouais, comme Margaret Snatcher, ouais. Il faut savoir que Police Notes, les inspirations, là, ça va aller plus sur sur L'Arme Fatale. Par exemple, c'est Mel Gibson. Pour le perso principal, il y a un perso black, c'est putain j'ai oublié son nom. Danny Glover, merci. Celui qui fait du rap maintenant. Non. Et du coup donc voilà, au niveau de l'inspiration on était déjà pas mal. Comme je l'ai dit, on était même parfois limite dans du plagiat. Tu viens de me faire remonter Désolé, j'interviens beaucoup. Ah, mais il faut, c'est interactif, il faut y aller. Hein. Voilà, et tu viens de me faire remonter une sorte de stress post-traumatique parce que t'as parlé de jeux vidéo et L'Arme Fatale. Ouais. Du coup, ça m'a rappelé que j'avais le jeu L'Arme Fatale 3 sur Super NES et que c'était de la grosse merde. Les fameuses adaptations de... Ouais.
film en jeu vidéo. Et dans l'autre sens, c'est horrible aussi. Voilà, dont on va pas beaucoup parler, du coup, parce que les gens peut-être s'attendaient à ça. Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais les gens s'attendaient peut-être à ce qu'on parle d'adaptation de films en jeu vidéo et vice versa. Mais on est d'accord que dans 99% des cas, c'est de la merde et que du coup, il y a pas de raison qu'on en parle, en fait. Oui, ouais, plein de gens l'ont fait. Enfin, là, je viens de niquer mon intro, mais effectivement, c'est un peu ça. Oui. D'accord, pardon. le lien entre les deux, moi, je trouve ça intéressant. Après, les adaptations, c'est un peu pourri, quoi. Il y a même eu des adaptations de jeux vidéo en film qui ont ensuite été adaptés en jeux vidéo. À la limite, peut-être la meilleure. Alors attention, je parle duquel, attention, petit quiz. Attention. Je suis un jeu vidéo qui a été adapté en film et qui a ensuite été adapté en jeu vidéo. Voilà. Ça va les indices, quoi. Je suis un jeu de combat qui vous emmène en quatre combats du monde pour devenir le combattant ultime de la rue. Street Fighter, The Movie. Donc, il y a eu Street Fighter, qui était adapté en Street Fighter The Movie, qui était adapté en jeu vidéo Street Fighter The Movie. Et ça, j'ai jamais su. Avec des personnages en capture, en full motion, en FMV. En full mauvais, quoi. Ouais, en full mauvais. Voilà. Alors du coup, si je peux reprendre mon sujet. Alors cela, du coup, j'ai parlé de les premières années, on va dire, de Kojima, où il a fait du Metal Gear, où il a pu mettre un peu en place ce qu'il voulait en termes de gameplay, mais où il était quand même pas mal limité par les aspects techniques des PC ou des consoles de l'époque. Et il a essayé de contourner ça avec de la visual novel. Et en fait, il est arrivé, pour lui, la meilleure chose au monde, c'est la PlayStation 1. Qui lui a permis, qui avait la puissance nécessaire pour qu'il puisse enfin mettre en œuvre à la fois et la mise en scène, et le scénario développé, et ses idées de gameplay novatrices, parce qu'à chaque fois, c'était ça aussi, Kojima, c'est qu'il apportait son petit lot de choses, nouvelles, qui faisait avancer un peu le jeu vidéo, c'est ça. Alors la PS1, le Metal Gear Solid, qui avait été annoncé très longtemps à l'avance. Moi à l'époque, je connaissais pas du tout la série Metal Gear. Bah c'est 4 ans de développement. Voilà, j'ai des potes qui m'ont annoncé un jour, Metal Gear Solid, t'as vu, ça va être un truc de ouf. Et j'avais complètement oublié que ça existait. Et au bout de 4 ans, je fais, ce jeu il a l'air très cool. Et puis je t'en parle depuis 4 ans. Oui, bon. Et c'est vrai qu'ils poussaient la PS1 dans des retranchements inconnus. Déjà 98, on était pas en fin de play, mais on était en milieu, on va dire, en milieu de vie de play. Milieu fin quand même, parce que je crois que la Play 2 elle est arrivée quand en 2000. 95. 2000. Non, la Play 2. 99, ouais, 99. Play 2 2000. La Play 2, ouais. 99, 2000. Ouais, j'aurais dit 90. On devrait savoir ça, en tant que professionnel de l'information du jeu vidéo. On va googler ça, pour qu'on... Ouais, attends, on peut pas laisser. Continue, je gère ça. Non, mais, et non seulement, pardon, c'est à lui qui disait continue. Mais du coup, je finis. Non seulement, ça demandait beaucoup à la console, mais ça demandait aussi beaucoup aux joueurs qui étaient obligés de plisser les yeux pendant qu'ils jouaient. Pour pas avoir tous les pixels. Mais moi, en fait, c'est un truc, parce que on en a parlé, c'est pour ça que je me permets de dire ça, on en a parlé la dernière fois où tu me disais, pixellement parlant, c'était un peu dégueulasse. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte à l'époque, et même en y rejoignant des années plus tard, ça fait un choc sur le moment. Mais après, tu t'y habitues assez vite, et mine de rien, il y a une sorte de réalisme un petit peu foutu, tu vois, où tu te dis, là, je devine qu'il y a une expression sur ce visage, alors qu'il n'y en a pas du tout. Oui, non, avec le pixel art, entre guillemets, du jeu, ça compense. Voilà, est-ce que on avait comparé, t'étais pas là, désolé, The Poulpe. Mais, je sais qu'il y a un autre poulpe assez connu, il y a Monsieur Poulpe. Sur l'internet français. Internet, c'est ça le mot que j'ai cherché. Ouais, l'internet. Oui, t'étais pas là, mais on en parlait, on a comparé des images de Metal Gear 1. Et voilà, tu vois. 2000 la PlayStation 2. On a comparé des images de Metal Gear 1 et Metal Gear 2. Et ce que je disais à Jean, parce que Jean me disait, ouais, mais c'était quand même joli. Et non, tu regardes les textures sur les murs de Metal Gear 1. C'est un travail de petits détails, t'as des petites prises de trucs, des petites, Je crois qu'on appelait ça du pixel temps réel ou une connerie comme ça à l'époque. Je sais plus, mais en fait, tu sais, je veux dire, t'as des cailloux qui sont dessinés, des conneries comme ça. Play 2, on te dit, t'as plus de polygones, mais par contre, on a des textures de merde dessus. Cette texture, c'est bleu. C'est le mur, il est bleu. Ouais, mais un bon souvenir de Metal Gear Solid 2, comme il était super joli à l'époque, on était à fond, et en fait, mais moi, je trouvais ça super. Quand tu voyais des plans de loin, il était joli. Dès qu'il y avait des scènes avec des en 3D avec des persos et tout, c'était dégueulasse, quoi. Ouais, puis ça manquait de détails, ça manquait un peu de profondeur que t'avais dans le 1. Ouais. Genre, tu te prends une bouillie de pixels à la gueule, mais ça te donne l'impression qu'il y a un mur, ça te donne l'impression qu'il y a un personnage, qu'il y a un treillis, tout ça. D'ailleurs, sur ça, il y avait un truc qui était intéressant, c'est que justement Kojima, il aurait pu faire comme à l'époque des jeux comme FF7 par exemple l'ont fait, ou même Resident Evil ou d'autres, c'est d'intégrer entre deux scènes
des cinématiques. C'est le sujet que je vais aborder après. Et il aurait pu faire ce choix-là. D'ailleurs, ça l'a tenté parce que lui qui a cette sensibilité avec le cinéma, ça offre plus de liberté aussi. Mais en fait, il a pas voulu imposer aux joueurs une espèce de fossé entre entre le moteur graphique du jeu et des cinématiques super belles pour l'époque, mais qui auraient pu avoir entre deux scènes. Mais il a trouvé une solution. Il a trouvé une solution. Pour moi, Metal Gear Solid 1 apporte quelque chose qui sera entre guillemets dans toute la série et qui. Bon, je te laisse terminer. Non, vas-y. Non, mais du coup, en fait, c'est comment. En fait, du coup, le contour, en fait, c'est les messages radio, en fait. Oui. Et c'est le défaut qu'on va, c'est le défaut qu'on va donner à Kojima jusqu'au 5 d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus joueur, on est spectateur. Et les messages radio remplissent déjà ce rôle. C'est pour ça que je voulais te laisser finir parce que je sentais que tu allais parler. Moi, quand je suis un connard, je laisse les gens lire les chroniques des autres. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, ce qui a fait aussi passer un cap à l'œuvre de Kojima, c'est sa rencontre avec Shinkawa, qui en fait s'est occupé du level design du jeu, du chara design, tout ça. Et jusqu'à présent, voilà, comme j'ai dit, il y avait du plagiat, c'était horrible. Là, il est parti vraiment sur l'inspiration. Non, là, c'était un hommage. Non, franchement, quand tu vois Big Boss dans Metal Gear 2, c'est Sean Connery, le vrai. C'est chaud. Pixel près. Mais c'est chaud, là, il y a pas de capture, on est sur du vocal, on peut rien montrer, mais voilà, il suffit de googler ça, c'est horrible, quoi. Et du coup, donc, Shinkawa qui a fait donc le chara design. Il y avait juste, il avait un peu son idée, Kojima, pour Snake. Il voulait le corps de Van Damme et la gueule avec Christopher Walken. Bon. C'est concept. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Et bon, sur les chara design, ça se voit bien. Sur le jeu, du coup, moins. Mais bon, c'était la petite anecdote rigolote. Christopher Walken. Ah, et puis, c'est le méchant des années 80-90, quoi. C'est ça. Un charisme de ouf. Avec son regard un peu malade, quoi. Ouais. Et après le jeu en soi, donc bon, il va pouvoir exprimer vraiment toute la mise en scène, tout ce qu'il affectionne quoi dans le cinéma. Il va pouvoir se faire vraiment plaisir sur ça. Mais après le jeu en soi, il va pas changer. Nous on va le découvrir Metal Gear en Occident, mais les joueurs japonais qui ont joué aux anciens Metal Gear, il y a les mêmes mécanismes. Tu tapes dans le mur pour attirer un garde. Tu vas téléguider un missile pour faire péter une boîte électronique pour je pense que c'est l'arme que j'aimais le moins. Moi je kiffais bien, moi, contre Bane et tout, c'était cool. Ou les Metal Gear, des affrontements à la fin, quoi, le Stinger. Mais ouais, voilà, tout le carton, on l'a un peu évoqué, enfin, tous ces mécanismes-là existaient déjà dans les anciens, même le combat contre le ninja, ça existait dans le 2, quoi. Donc, après, ce qu'il a amené lui, il a quand même, apporté son lot de nouveautés. C'est, le fameux, tout à l'heure on en parlait, la partie avec Psycho Mantis, quoi, où il te dit, pose ta manette, je vais la faire bouger, enfin. Je pense que c'est là où Kojima a fait mouiller le slip de tout le monde. Oui, là il a rendu fou, quoi, clairement. Puis à l'époque, on n'avait pas Internet pour trouver la solution. C'est ça. Merci Console Plus. C'est ça. Du coup, il y a tous ces trucs innovateurs propres à Kojima. Le truc, regarde derrière le CD, j'ai marqué mon numéro de codec. Et c'était derrière la boîte du CD. C'était oui, c'est vrai. Et ça existait aussi sur les anciens Metal Gear, le truc du codec qui était dans le. En fait, c'est peut-être le premier à avoir cassé le 4e mur dans le monde. Oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et en plus, en jouant sur un truc, c'est que ça, ce système-là, c'est un système qui existait avant contre le piratage sur certains jeux dans plein de jeux comme ça où tu te disais, ok, t'as acheté le jeu pour de vrai, donc t'as une notice avec. Donc quand t'arrives au chapitre 5, on va te demander de mettre 4 icônes, et pour débloquer le chapitre 6, ça sera, et c'était marqué dans le manuel, et ce sera cœur, étoile, bonhomme de neige, et ça permettait de vérifier que t'avais bien acheté le jeu. Et quelquefois t'arrives, tu prends des ROM sur des sites d'abandonware ou ce genre de choses, et avec t'as un fichier, tu te dis voici les pages du manuel qui permettent de débloquer la suite du jeu, parce que c'était un système anti-piratage, c'était un des premiers systèmes anti-piratage, c'était de dire si tu télécharges le jeu, enfin si t'arrives à procurer une copie du jeu,
il faut aussi que tu penses à avoir copié le manuel. Ce qui est un peu con, parce qu'en fait, une fois que tu le sais, tu dis au mec qui te file le jeu, qui te prête le jeu pour que tu le copies chez toi, tu lui dis, bah, file-moi aussi le manuel. Mais donc, je pense que ça faisait aussi, un petit clin d'œil à ça quand il a fait ce système, il a fait tu vois, parce qu'il fallait avoir le CD. Surtout si tu regardais, sinon. Il est sorti à une époque où c'était les CD gravés sur PS2, sur PS1, c'était un vrai problème pour Sony. Ça marchait trop facilement. Ça marchait trop facilement. Je veux dire, ça arrivait au moment où tout le monde avait un graveur de CD chez soi, et tu prenais ta PS1, tu la mettais sur le côté, ou tu la mettais à l'envers, ou tu mettais un trombone ou un truc, et ça marchait, t'avais besoin de rien. Donc, je pense que ça, à mon avis, l'idée peut-être partie de là aussi. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec Metal Gear, il y avait la volonté de Kojima de proposer plus qu'un jeu. Il a vraiment pu l'exprimer à fond, en proposant au joueur une histoire marquante. Et en fait, le joueur, il devient vraiment spectateur. C'est peut-être le premier jeu où ça se ressent à ce point, quoi. Parce que sur Metal Gear, de mémoire... C'était moi d'être le dernier. Justement, on va y venir. Mais sur le premier Metal Gear, t'avais à peu près 10 heures de jeu, t'en avais peut-être 3 ou 4 qu'en cinématique, tout cumulé, t'avais peut-être 6 heures de gameplay et 3-4 heures de cinématique. Et elles étaient super intéressantes. Ah oui, tu passais des trucs. C'était pas juste Snake qui contemple son passé et en fumant une cigarette et en se disant avant j'étais un guerrier, maintenant je suis encore un guerrier, mais c'était pas pareil. Ouais. D'ailleurs, il faut savoir que Konami, sur ça, ils ont, entre guillemets, envoyé les moyens. Ils ont fait un truc qui se faisait pas trop à l'époque, et maintenant, bon, c'est de monnaie courante, mais c'était d'enregistrer, je sais plus, c'était à Londres ou, c'était en Angleterre, dans des studios. Hollywood, les studios, comment ils s'appellent ces studios? Celui où il y avait l'album de Beatles qui était enregistré, d'accord, non, je parlais de studio de cinéma. Et du coup, ils ont enregistré donc toutes les voix, françaises, anglaises, etc. Mais, il y avait des voix françaises dans Metal Gear? Oui, il est en français. Ah ouais, carrément. Et justement, là où c'était nouveau, c'est que à l'image d'un film ou ce qui se fait dans le cinéma ou ce qui se fait dans le cinéma, les voix étaient, les comédiens étaient en même temps dans la salle, ce qui a priori à l'époque était pas monnaie courante. Donc d'ailleurs il y a des anecdotes assez sympas. C'est que Konami tenait absolument à ce que, en tout cas que dans la VF, que Snake il ait une voix un peu à la Stallone. D'ailleurs, il y avait une voix un peu pourrie, quoi. Ah mais j'aime bien cette voix. Oui, il y a un côté, il y a l'affect, voilà, c'est ça. Mais du coup, il y a cette anecdote, où tu avais donc le doubleur qui faisait la voix de Snake, où il expliquait quoi. En fait, Snake, il passait son temps à poser des questions, genre. On lui dit appelle l'ascenseur. L'ascenseur. Il faut que tu chopes le garde. Et tu vois, et du coup il se tapait les délires quand il était en pause de midi, genre file-moi le poivre. C'était l'anecdote. Trop de attention. C'est une petite anecdote rigolote. Mais du coup, ce qui est cool aussi, c'est que Snake. C'est l'idée. Mais du coup, celui qui faisait Liquid Snake, lui pour le coup il a fait une surprestation parce que moi c'est vrai que je me souviens que le rôle, le gars était à fond, tu vois. Il y a ça aussi qui est bien dans le de Kojima, c'est que c'est peut-être aussi un des rares, en tout cas à l'époque, à introduire vraiment à l'image d'un film, quoi, de la subtilité, c'est-à-dire que les gentils étaient pas tout gentils, les méchants étaient pas tout méchants. Liquid, c'était le méchant, il était dégueulasse, c'était un connard, mais il avait aussi quand même des raisons qui justifiaient un peu son parcours, le pourquoi le gars souffrait, il t'en parle. Au passé, mais mais voilà, il vit toujours un peu. Peut-être, je sais plus où on en est, mais je sais pas. Il avait investi le bras d'Ocelot. C'était les coups d'Ocelot après. Et à la fin il meurt, fin du 4. Il y a pas à un moment donné, honnêtement, je me souviens plus. À la fin, tu as le combat sur Metal Gear entre Liquid et Solid, et il me semble qu'il meurt, quoi. J'ai fait qu'une fois, honnêtement, le 4, tellement il était long. Moi aussi, c'est le seul que j'ai fait qu'une fois. Je suis arrêté au 3, moi. D'ailleurs, voilà, c'est là où je voulais venir un peu en conclusion, c'est que, pas en conclusion, mais presque, c'est que sur la saga Metal Gear, malheureusement, Kojima, il s'est laissé un peu envahir, je trouve, par son côté, féru de cinéma. Et en fait, plus il y a eu de Metal Gear, et moins il y avait de gameplay. C'est-à-dire que sur le Metal Gear 2, t'avais déjà beaucoup plus de cinématique que dans le premier. Dans le 3, c'était plus ou moins équilibré. Pour moi, le 3, il fait partie des meilleurs avec le 1. Mais voilà, il était plus ou moins équilibré. Le 4, il était horrible. Peut-être sur 15 ou 20 heures de gameplay, sur 15 ou 20 heures de jeu, t'as peut-être
4 ou 5 heures de gameplay à tout casser. Et après sur le 5, il s'est un peu rattrapé, il y avait quand même pas mal de phases de gameplay. Là, pour le coup, il y avait plus de gameplay que de... C'est ça, avec le monde ouvert, enfin, ou les zones ouvertes, c'était cool. Et c'est ça qui était assez rigolo, c'est que la plupart des gens qui avaient gueulé sur le 4 et sur les autres, enfin, qui gueulent depuis 20 ans, là, pour nous dire, il y a trop de cinématiques dans Metal Gear, c'est les mêmes qui sont venus derrière pour dire, il y a pas assez de cinématiques dans Metal Gear 5, il y a pas assez d'histoire, c'est quoi, il y a des cassettes, c'est pas pareil. Jamais comme ça. Et juste et du coup en prologue pour finir, depuis qu'il a quitté Konami, donc maintenant il est sur Kojima Productions, quoi, son studio où il a fait Death Stranding, et là pour le coup il s'est fait vraiment plaisir, le gars, il a appelé les acteurs, enfin il expliquait, en fait le gars il a vraiment géré ses acteurs comme on gère des acteurs sur un lieu de tournage, c'est-à-dire qu'il expliquait dans une interview, quoi. Ouais, c'est ça, il expliquait dans une interview que même s'il avait son scénar en tête, au moment où il a pris Norman Reedus ou Mads Mikkelsen et tout ça, il les a d'abord appelés, il s'est entretenu avec eux pour développer les personnages qu'ils allaient faire. Et il les a fait un peu sur mesure, tu vois, adapté. Ça se sent vraiment quand on joue. Même les Seydoux, etc. Enfin voilà, les trucs qui sont... Et c'est une pratique de cinéaste, hein. Beaucoup de réalisateurs ou même de scénaristes tout simplement pensent à tel ou tel acteur pour s'inspirer de son personnage, même si ce sera pas lui qui va tourner le film au final. Mais il pense à un acteur en général. Pas tout le temps, mais en général. Et du coup, il expliquait que le motion capture et pour lui les acteurs maintenant, dans ses projets lui, ça va s'imposer, il va tout le temps bosser comme ça, quoi. Donc voilà, pour finir, c'était sur ça. Mais je sais pas vous, mais moi, sur Death Stranding, il y a des moments où j'ai trouvé que c'était un peu forcé, justement. ASMR, si tu veux, je l'ai là. Je te le prendrai peut-être après. Ça marche. Et le nom de Snake, alors? Ça y est, il s'en bat les couilles par ça. Ça fait une demi-heure qu'il parle, là, du coup, il a refait, maintenant. Le nom, 40 minutes, sérieux? Non, 40 minutes avec notre petite intro. Le nom de Snake? Le nom de Snake. Oui, ben, c'est le clin d'œil de New York 77. New York 97. Ah, John. Le meilleur réalisateur. C'est ça. John Carpenter. Le Carpentier, comme on l'appelle. Donc oui, le Snake, et pareil. Et voilà. Et c'est un truc que j'ai trouvé aussi rigolo, mais relou, dans Metal Gear 2, où il se fait appeler Plisken à un moment donné quand il infiltre la base. Ah ouais, je me souviens pas de ça. C'est quand il est en soldat, là, et puis nous on joue Raiden et on le croise de temps en temps. Et puis à un moment donné, il fait Snake, Plisken, un truc comme ça, et puis enfin voilà, je sais plus exactement comment ça se passe. Mais tu sens que tu dis oui, c'est rigolo. Mais en fait, on avait compris la première fois quand il a dit s'appelle Plisken, on a fait ah ok, Snake Plisken, et voilà. Peut-être qu'il y avait pas besoin de faire toute une scène qui sert qu'à ça en fait. Et peut-être bon, après moi je trouve ça un petit peu dommage de temps en temps, mais après c'est pas non plus dramatique, et c'est finalement encore une des inspirations du coup pour le personnage. C'est ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de cinéma chez Kojima. Et le cinéma le lui rend bien, puisque vous avez vu comme j'essaie de faire un truc un peu à la France Inter, tu vois. Et le cinéma le lui rend bien, puisqu'effectivement on a eu tout un cast magnifique qui a participé à son dernier opus Death Stranding, avec plein d'acteurs que tu as déjà cités. On va passer tout de suite à la météo et on va faire une pause boisson, hein. On va faire une pause boisson parce que là on a un petit peu soif. Cette pizza donne soif.
Ah, c'est le jingle, d'accord. Voilà. Là, on sent la canette de coca. Voilà, ça c'est un peu naze. Alors, par contre, là, si vous êtes misophone, vous êtes plus misophone, vous êtes sourd maintenant. Parce que c'était vraiment très très fort. Alors, je vous serais reconnaissant d'éviter de frapper des choses là-dessus parce que ça se répercute là-dedans, qui se répercute là-dedans, qui se répercute là-dedans. Donc ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Du coup, je te vois plus The Pulp, 13. Voilà, je mets ça un peu plus bas peut-être. Ouais, c'est comme ça, on se voit. Après, je peux me lever, hein, mais... Les auditeurs ne le voient pas non plus. Donc, alors, tu te mets dans la peau des auditeurs. Ouais. Peut-être. Écoute, qui c'est? Une espèce de tête. Il y a une caméra cachée. Ah, regarde, peut-être. Non. Une espèce de petite mise en abîme. Une petite mise au point, quoi. Une mise au point, c'est ça, on y est toujours. Alors, la mise au point, c'est toujours le cas. La mise au point, deuxième partie, avec The Pulp 13, qui va nous parler donc de... Bah, en tout cas, je vais pas vous parler du cinéma, des adaptations de cinéma dans le jeu vidéo et inversement. Ça, il y en a très bien qui l'ont fait, comme Karim Debache, qui est avec sa série Chroma, je sais pas si vous l'avez vu. Du tout, mais en fait, c'est à voir, c'est un must-see. D'accord. C'est vraiment un truc à voir, quoi. Parce que j'allais dire, c'est un sujet qui a priori m'intéresse pas des masses. Non, mais il te le rend passionnant. D'accord. Ouais. D'accord. Donc répète le nom parce que... la série Chroma, en fait. Non, ok. Et du coup, en fait, voilà, c'est sur YouTube, sur sa chaîne. Le nom me parle, ouais. J'ai dû passer dessus. Et franchement, il te retourne le cerveau et aussi... donc très fun, quoi, à voir. Ouais. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que les gens, plutôt que d'écouter notre podcast, là maintenant, sur leur temps libre, ce qu'ils devraient faire, c'est arrêter le podcast et aller regarder Chroma. Non, parce que je vais pas du tout parler de ce que Karim Debache travaille dessus, c'est plutôt, je vais parler de cinématique. Ou est-ce qu'il est laid de vache? Bref. Donc je vais parler, comme on a déjà un petit peu défloré le sujet, de cinématique à travers un jeu que j'ai fini récemment, à savoir Final Fantasy VII Remake, hein, on en a brièvement parlé. Et notamment l'un de ses précurseurs, je crois que c'est peut-être la première fois qu'il y avait des cinématiques en 3D dans le monde du jeu vidéo à travers Final Fantasy VII au moment où il est sorti. Oula, tu t'avances. Le tout premier FF7, tu veux dire? Ouais, le tout premier FF7, je crois que c'est le premier jeu où il y a eu des cinématiques en 3D. Je crois pas. Ouais, t'es pas sûr. Resident Evil, il est sorti avant? Je sais pas, justement, c'est ça en fait. Alors les gars, on fait nos recherches, on fait pas nos recherches? Oui, mais alors là, ils vont direct avec le téléphone. Alors, FF7, c'est quoi? C'est 97? Ouais, 97. Resident Evil, je pense que c'est un poil plus tôt, mais je suis pas sûr. C'est peut-être dans ces eaux-là. Il me semble que c'est 96, moi. Il me semble que 98, c'était le 2. Il me semble que Resident Evil, c'était 96 pour moi. Il me semble. Alors attention, on demande à Maître Capello de vérifier. Parce que c'était son travail à Maître Capello, on le savait. Ouais, il était payé pour ça, quoi. Voilà. Il allait sur grevis.com et il vérifiait si les gens parlaient bien. Merde, pourquoi il me sort des vieux trucs? Les aléas du direct. Sinon, je peux continuer, hein. 96. Resident Evil 1. Ah, putain. Bah, c'est pas la cinématique. Resident Evil 1 avait aussi des scènes avec des acteurs, si vous vous souvenez bien, en tout cas, au moins l'intro. Ouais. Mais c'est peut-être la seule, où il y avait des chiens, où c'était du film, quoi. Oui, c'est ça. Donc, je viens de me faire casser sur ma propre chronique d'entrée de jeu, ça commence bien. Donc, en fait, je voulais parler des cinématiques. Excuse-moi, mais c'est parce qu'on est entre experts ici. Non, mais d'entrée, quoi, voilà. Ouais, d'entrée. Et qu'est-ce que c'est une cinématique? Bah, c'est un moment où on ne joue pas. Effectivement, un moment où on est spectateur, pour revenir, Metal Gear Solid en fait partie de ces jeux où on ne joue pas. C'est des moments de transition, c'est quelque chose qui est pas forcément représentable selon les moyens techniques, surtout à l'époque. Mais ça sert à quoi en fait? Ça sert à parfois communiquer sur les jeux. C'est-à-dire en général on montre les cinématiques du jeu pour vendre le jeu, puis le jeu est tout pourri derrière, quoi. Mais surtout pour moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, et Jérém en a parlé, et je pense que c'était le but de Kojima à travers les cinématiques, ça sert à raconter une histoire avant tout, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, et on va voir qu'il existe deux types de cinématiques, et justement l'exemple de FF7 est assez intéressant de ce point de vue-là. FF7, c'est, on va dire, un des premiers jeux avec Resident Evil à proposer des cinématiques, ce qu'on appelle pré-rendu. Qu'est-ce que c'est pré-rendu, les gars? C'est l'enseignant, là. Tu posais des questions. C'est avant le rendu, je crois. Non. Ça veut dire que c'est pas une cinématique dans le moteur du jeu qu'on voit, mais une cinématique qui a été composée ailleurs, qui a été réalisée ailleurs et qui nous est rendue sous forme de vidéo. C'est en CGV, quoi.
Ouais. En CG. Et les cinématiques, par opposition, les cinématiques donc in-game, qui correspondent à celles qui utilisent le moteur du jeu. C'est ça. Et effectivement, FF7 a cité une des cinématiques pré-rendues qui vous a marqué à vie. Bah, c'est sur Attaque les Flammes. Dans FF7. Ouais. Moi, je dirais l'attaque du port de Junon. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je pense à FF7, je pense à cette scène-là où on a les armes qui attaquent le port de Junon. Moi, ça va être plutôt, en tout cas, celle que j'ai venue spontanément à l'esprit, c'est quand ils sortent de sa moto sous la tour Shinra. Là, oui. Alors, je suis d'accord que l'attaque du port de Junon, c'est peut-être pas la plus mémorable pour la plupart des gens. C'est celle qui t'a marqué. Mais je sais pas pourquoi elle m'a marqué. Peut-être parce que au moment où j'étais en train de faire ce jeu, j'étais au téléphone avec une fille que j'aimais bien. J'allais le dire. Alors que je lui parlais, j'avais la pause à l'écran qui affichait le port de Junon qui était en train de se faire attaquer par une arme et que voilà, et puis que je dis tu sais comment tu fais pour avoir la matéria, je sais plus laquelle, c'était le poisson puis elle me dit, non, je sais pas comment faire. Ouais, voilà, Léviathan. Mais je sais pas comment faire. Bah, tu vois, je suis à Junon, et là, je suis en train de débloquer Léviathan, tu vois. Voilà. Ça, et c'est une fille. Ce qui me plaisait beaucoup chez elle, c'est que son père avait un magasin de jeux vidéo. Ah ouais. Elle avait tous les atouts dans sa manche, ouais. En plus, elle était dans ma classe. Oh putain, c'était la totale, quoi. Et en gros, qu'est-ce que c'est une cinématique en pré-rendu? C'est un bout de cinéma en fait dans le jeu vidéo. En fait, c'est quelque chose qui s'intéresse. Et ça, tu l'as très bien décrit, Jérém. C'est vraiment quelque chose où on a besoin de personnel qualifié pour ça. C'est-à-dire des réalisateurs, des monteurs, des doubleurs. Enfin, on a des animateurs. Ouais, voilà. Et effectivement, moi, quand je pense à FF7 et que je me remémore un peu ces grands moments-là, effectivement, on pense peut-être pas plutôt à l'intro déjà, avec Aeris et son marchand de fleurs. Oui, ouais. Alors moi, je vous avouerai que c'est le plus grand moment de frisson que j'ai eu ces 5 dernières années, c'est dans le remake de revoir l'intro. De revoir l'intro, ouais. Effectivement, c'est assez... Ou tout simplement, le moment où on peut mettre la musique. Donc voilà, là c'est le moment où on doit payer la SACEM. C'est ça. Ça marche si on le fait à la bouche ou pas? On souhaite, c'est ça. Ouais, on souhaite, ça marche. C'est ça. Alors, et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, presque plus de 20 ans après, en fait, FF7 Remake, en fait, reprend ce matériau d'origine et en fait, le bouleverse complètement. Enfin, pour moi, c'est un peu la sensation que j'ai eue en jouant au jeu. C'est qu'en fait, on est passé de quelques cinématiques pré-rendues qui servent la narration ou qui l'illustrent de manière assez emblématique et symbolique à quelque chose où, en fait, on est dans la pure cinématique in-game du début jusqu'à la fin du jeu. Même avec les cinématiques pré-rendues. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans ce remake. En tout cas, c'est moi ce qui m'a plus plu. C'est on a une réécriture cinématographique du matériau du jeu d'origine en fait. Parce qu'à l'époque, pour ceux qui n'auraient pas joué à FF7 quand il est sorti ou qui ont une des versions des portages qui sont sortis ces dernières années, la différence entre les cinématiques et le jeu est assez flagrante. Et d'ailleurs, il y a même différentes phases du jeu qui ont différents aspects graphiques qui sont tous plus moches les uns que les autres. Enfin, t'avais soit des décors en 2D très jolis avec des personnages en 3D très moches qui se déplaçaient dedans. Pas de main, quoi. Enfin, voilà. Des bouts de polygones, quoi. Ou alors des parties qui étaient entièrement en 3D et qui étaient encore plus moches, c'est vraiment dégueulasse et désolante. Et effectivement, et cette frontière-là disparaît complètement dans le remake, et même les combats en fait sont intégrés de cette façon-là, en fait, qu'on a l'impression, en fait, d'évoluer dans le même monde de manière constante. Et ça, c'est assez frappant en fait. C'est vraiment un des plaisirs du jeu de se dire on évolue dans Midgar, on se balade. Et je trouve que ça change complètement la façon dont on perçoit l'univers en fait, et même les personnages. Alors, je peux me permettre un petit truc, un petit commentaire là-dessus? Oui, après j'ai d'autres choses à rajouter, mais je sens que tu vas faire comme moi, Jérém. Tu vas me dire un truc que je voulais dire. C'est sur le personnage de Et ben voilà. Et ben voilà. Il a une trop grosse épée. Non, ça fait 2, hein, c'est ça.
Du coup, je continue ou je te laisse? Écoute, tu renchériras, je t'ai coupé en plein élan. En fait, l'idée, c'est que, pour moi, pour parler justement en termes cinématographiques, on passe d'une focalisation externe, où on regardait un petit peu tous les personnages dans le jeu d'origine, à une focalisation interne, c'est-à-dire à travers le personnage de Cloud. Et là, si tu veux, tu peux embrayer. Alors, du coup, moi, c'était pas ça du tout. Du coup. Pour moi, c'était que, le Cloud de Final Fantasy VII, le jeu d'origine, il avait un modèle dégueulasse. On voit, il avait juste des yeux. Et il avait pas de visage. Et moi, le mien, je l'ai appelé Cédric. Et mon Cloud, dans FF7, c'est pas le Cloud qu'on a pu croiser dans comment ça s'appelle, Kingdom Hearts, ou dans d'autres jeux, ou dans le FF7 remake. Pour moi, c'est un personnage complètement à part. Tout à fait. Parce qu'il y avait un côté abstraction, justement, dans le fait que des personnages, tu les imagines un peu comme tu voulais. Tu disais, il y avait un gros black, il y avait une meuf un petit peu grande, une meuf avec des gros seins, et un gars, un blond avec mal coiffé. Et moi, ce gars blond, j'avais appelé Cédric, qui est un nom que... random, quoi. Enfin, parfaitement... C'est Doléco. Voilà. Mais en fait, moi, la première fois que je joue à Kingdom Hearts, par exemple, quand tu rencontres Cloud dans Kingdom Hearts... Au tout début du jeu, d'ailleurs, assez rapidement. Hein. Je sais plus, mais je me dis... Ouais, non, mais il ferait pas ça, Cloud. Parce que, comme dans FF7, il parlait pas trop. Je sais même pas s'il parle à un moment donné je crois qu'il parle jamais dans FF7, Cloud, dans le premier FF7. Surtout dans la première partie du jeu, en fait. Mais je crois que tu dis oui, non, en fait. Ouais. Ça se limite à ça. Il y a pas de dialogue pour Cloud. Et ce qui fait que moi, je m'étais complètement projeté dans ce personnage, et j'avais complètement... C'était un peu la différence qu'on appelle beaucoup dans les RPG jusqu'à une période récente, et qui subsiste encore un petit peu, c'est le silent protagonist, quoi. C'est vraiment... Voilà, oui, un peu à la Link. À la Dragon Quest, quoi, à fond, quoi, le héros en Dragon Quest à chaque fois. Et du coup, pour rebondir, moi je l'avais appelé Azimel. Mais effectivement, il y a cet effet, en fait, du coup, paradoxalement, du coup, pour rebondir un peu, faire le lien avec sur cette histoire de focalisation, bizarrement, du coup, on s'incarne beaucoup plus dans le personnage dans la version originale, alors que là, du coup, on regarde, on est spectateur. On va suivre l'histoire de Cloud, et moi, j'ai redécouvert Cloud, j'ai découvert un Cloud que je connaissais pas, en fait, en jouant à ce jeu, et qui me plaît moins que le Cloud d'origine. Oui, parce que c'est pas le sien. Voilà. Après, il est raccord avec Advent Children, par contre. Oui, il est assez raccord. Oui, mais en fait, je pense qu'il est raccord avec tout ce qui s'est passé autour de l'univers, mais simplement, dans le premier, comme t'étais un peu libre et qu'il parlait pas trop, tu pouvais, en fait, par exemple, quand il parle pas, à certains moments, quand il y a Tifa qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, ou, voilà, c'est longtemps que je t'ai pas vu sur ce terrain de jeu, viens jouer avec moi, derrière les jeux pour enfants, tout ça, et puis il dit rien, moi, je m'étais dit, il est timide. Alors qu'en fait, non, c'est un connard. En fait, non, j'en ai rien à battre parce que moi, je suis un soldat, tu vois. Ouais, effectivement, dans le remake, c'est ça, en fait. On voit son côté connard, entre guillemets, en tout cas au tout début du jeu. Et ça m'amène au deuxième point. Et tu es parfait pour les transitions. T'as vu ça? C'est le travail sur les personnages. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, en arrivant même jusqu'au bout, même si après le scénario, je trouve qu'il part un peu en smiverine sur la dernière partie du jeu, je trouve que le travail sur les personnages est assez intéressant parce qu'on les creuse vraiment. Bon, pour le coup, effectivement, avant, on avait juste des réceptacles. Enfin, en tout cas, surtout pour Cloud. Mais là, du coup, on a vraiment des rapports, des tensions, des triangles amoureux. Enfin, il y a vraiment des trucs que tu t'attends pas. J'avais ça aussi à l'époque, sauf que au lieu que ça soit Cloud, Iris, machin, c'était Cédric, Caroline, Julie. Tous les meufs qui l'aimaient bien dans sa classe, c'est ça, en fait. D'ailleurs, Barrett, il est insupportable, je trouve. Dans le FF7 remake. Ouais, pareil, voilà. Pas. Alors que moi, j'avais appelé Aïssa. Moi, il s'appelait Mike, justement, comme le Mike. Comme le Mike. Moi, j'aimais bien, moi, dans le premier, mais dans le mais remake, effectivement, quand j'ai fait la démo du jeu, j'ai fait en plus en VF. Il est pas mieux en Jap, hein. Non, en fait, il est pire en Jap, même. Voilà. Il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, il faut absolument les différencier tous, ils peuvent pas tous être d'accord tout le temps, et donc on va leur mettre un petit... Non, mais il est limite insupportable, effectivement. En fait, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis à côté Naruto Uzumaki, tu sais, dans le côté je gueule pour rien, je sais pas s'il y a une influence volontaire ou pas, mais... Il y a un côté très dynamique, ouais. Ouais, le gars, c'est une fourchette, c'est bon, calme-toi, quoi. On a perdu! Sur les mètres! Je me sens pas bien, je me sens plutôt pas mal! L'Olympiade! Et donc, je sais pas ce que vous en pensez de ce travail sur les personnages. Je trouve que c'est ce qui rend l'intérêt du jeu, parce qu'au final,
si on prend un strict gameplay ou par rapport au jeu un peu du genre aujourd'hui, ben le jeu est assez moyen en fait. Il est assez moyen. Oui, c'est pas un bon Final Fantasy. Ouais, c'est un bon jeu pour les fans du FF7 premier, mais c'est pas un bon Final Fantasy. Non, c'est un jeu, si tu as aimé le premier, il faut le faire parce que c'est un grand kiff. Ça complète. Ne serait-ce que de réentendre les musiques réorchestrées, de retrouver les endroits, avec les super graphismes et tout. Voilà. Après, même pour un fan, il est frustrant à plein d'égards. Parce que mine de rien, tu vois pas grand chose de la ville. Ce que tu vois, c'est forcément, c'est même pas les mêmes. Il y a des morceaux de la ville qu'on voit quelquefois dans le set, et je sais même pas si on les a tous retrouvés. Non, je pense pas non plus parce qu'il y a beaucoup de trucs. En fait, on a l'impression d'avoir une gare apocalyptique en permanence, même avant qu'il se passe l'apocalypse. Oui, voilà. C'est ça. Et aussi, il y a ce côté, on a voulu mettre en avant tous les personnages, et par exemple, moi j'ai trouvé que les Turks, c'était raté complètement. Ils sont pas aussi charismatiques que dans la version originale. Dans la version originale, c'était, tu les voyais arriver, il y avait un côté très très classe. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est des bouffons. Et surtout qu'à l'époque, on savait pas qu'on disait les Turcs, on disait les Turcs, ça fait encore plus peur. Les Turcs. Oh putain, il y a les Turcs. Non, mais j'étais vraiment super déçu par cet aspect-là. On fait des vannes ou pas? Et là, c'est les mecs qui croient que ça va être coupé, alors que non, je vais rajouter, Tchétchènes, c'est la version, c'est les Tchétchènes, c'est quoi la minorité qui passe là, voilà. Podcast, c'est financé par le Front National. Ah, ouais. Zikolombé. Pour tous vos problèmes de peste. De peste, si je veux dire, c'est en anglais, je veux dire de comment on dit, de nuisible, voilà. Oula. Ça part un petit peu en point Godwin, donc. C'est ça. Voilà. Non, mais voilà, pour un peu terminer, sur ce jeu, effectivement, j'ai beaucoup pris plaisir à redécouvrir les personnages, une intrigue qui est beaucoup plus fouillée, le côté quête secondaire qui est pas si mal que ça, en fait, au final. Mais qui est hyper répétitif. En fait, c'est comme si le jeu avait, par certains aspects, 5 années de retard. Du coup, il est beaucoup moins intéressant alors que The Witcher a déjà bientôt plus de 4 ans. Il est beaucoup moins intéressant en termes d'écriture, mais il est tellement plaisant quand on a joué au jeu des origines. Si tu as été fan du set, tu kifferas le jeu, c'est sûr. Après, moi, j'aurais vraiment apprécié qu'ils prennent vraiment ça comme un épisode. Et dit on fait un jeu à 20 balles, il dure 10 heures, mais c'est condensé, c'est bien, il y a tout ce que tu veux. Je pense que ça aurait été une meilleure solution. Parce que là, monter des escaliers, tuer des ennemis dans les escaliers, je l'ai fait dans le premier, j'ai pas envie de le refaire dans le remake. S'il y avait un truc à pas faire, c'est ça. Tu vois, monter la tour pour... Encore la tour Shinra, tu fais pas de monstre. Hein. Je l'ai fait parce que je me suis dit, tiens, je vais voir qu'est-ce qui se passe si je fais la tour et si je prends l'ascenseur. J'ai fait les deux. J'ai fait à pied, putain. Oui, moi aussi. Non, alors ça, je l'ai fait parce que forcément... Mais non, mais je parle de quand il y a un moment donné, t'es dans la tour et juste tu vois, c'est en train d'être attaqué, il y a les Turcs qui sont là dans leur hélicoptère, etc. Et tu montes des escaliers, tu prends des chemins. Ouais, tu as un petit peu des monts. Putain, comme c'est relou cette partie-là. Mais je trouve que toute la partie d'ailleurs Tour Shinra est d'ailleurs ratée complètement, quoi. Le coup, moi je me rappelle le côté des badges et tout, je trouvais ça dans mon souvenir en tout cas, je trouvais ça super et tout. C'est un moment du jeu où t'es un peu sous tension, tu sais pas trop ce qui va se passer. Et là, c'est super clair, en fait, quoi. Oui, parce qu'ils en rajoutent tout le temps. Et c'est... Ouais. Un petit peu, justement, pour revenir à Metal Gear, ça m'a fait un peu l'effet de... Quand ils avaient ressorti le Metal Gear 2 sur GameCube ou sur... C'était le 1. Metal Gear 1 qu'ils ont refait sur GameCube. Après, il y avait aussi le 2, mais... Ouais, je sais plus. Et bref, où tu retrouves le même jeu, mais ils rajoutent des petits trucs dedans. C'est ça. Et il y avait des effets Matrix dans les cinématiques et tout. Oui, voilà. Et j'avais trouvé ça sympa les premières où ça t'arrive, tu te dis, c'est sympa. Et au bout du compte, ça m'avait sauvé, et c'est le jeu, j'ai fait une fois. Moi, je l'ai pas fait, celui-ci. J'ai vu mon frère y jouer un peu, et ça m'a dégoûté, en fait. Je me suis dit, non, je peux pas jouer à ça. Après, sur le premier de Play One. Excuse-moi, on a un peu accaparé ton... Non, mais du coup, voilà, mais pour conclure, c'est un petit peu le même sentiment que j'ai pour la saga Metal Gear, c'est que, en fait, FF7 Remake, c'est un jeu où on est plus spectateur qu'acteur. En fait, je me suis pas spécialement amusé dans les combats, même si c'est le système plutôt bien foutu, hein. Même s'il y a un bon équilibre, je trouve, entre histoire et combat, enfin entre la partie gameplay et la partie narrative. En fait, c'est vraiment un jeu où on est surtout spectateur, en fait. Moi, d'ailleurs, si je peux rebondir un peu sur ce que tu dis, ce qui m'a égavé dans le jeu, c'est que t'as plein de moments où on va dire, tu vas faire, pas un donjon, mais voilà, tu vas faire une zone où t'as un peu des monstres, des machins, des choses.
tu vas sortir de la zone, il va avoir une cinématique de 2-3 minutes. D'un coup, la cinématique va s'arrêter. Tu vas marcher 10 mètres avec Cloud. Nouvelle cinématique. Oui, ouais, ça on dirait du Metal Gear, pour le coup. Est-ce que c'était nécessaire que j'avance juste de 10 mètres? Est-ce qu'on pouvait pas enchaîner la cinématique et après on repartait sur du gameplay pendant une demi-heure? Effectivement, ça arrive très souvent dans le jeu. Ça arrive souvent dans le jeu. C'est pas le seul jeu au monde qui fait ça. C'est un défaut qu'on retrouve régulièrement. Mais là, je trouvais que c'était à outrance. Moi, j'ai peut-être même vécu encore plus automatique que vous parce que le combat m'a saoulé. À un moment donné où il y avait juste 3 ennemis à la con qui volent. Et les ennemis qui volent, je sais pas comment les tuer dans le jeu. Ah, ouais. Oui, Claire, terre. Ouais, d'accord, mais... Après, du coup, en fait, la magie, en fait, avec eux, ils descendent, après, une fois qu'ils font la magie, ils descendent. Ouais, mais j'ai trouvé que ça, en fait, c'est que, enfin, c'est, ouais, effectivement, oui. C'est, quand je dis je sais pas comment les tuer, c'est que, oui, tu t'es pas intéressé au fait que... En fait, c'est pas ça, c'est que, je trouve que ça cassait complètement le rythme tu vois, moi, j'avais mon petit rythme de, ouais, j'attaque, je fais ça, peut-être une petite magie et tout. Et puis là, en fait, c'est magie, j'attends qu'il tombe par terre, je tape. Et en plus, il meurt très vite. Il meurt, tu vois, t'es en train de les taper, il meurt, du coup, c'est frustrant. Du coup, j'ai pas envie de faire la magie tout de suite parce que sinon j'ai pas assez à taper. Mais du coup, le combat dure trop longtemps. Et j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui marchait. Pourquoi faire des ennemis volants en fait? Parce qu'ils existaient dans le jeu en fait. C'était mal foutu, ouais. Les ennemis volants, c'est mal foutu dans le jeu. Et du coup, j'ai baissé la difficulté. Celui que le jeu, j'appuie sur X et puis... Ouais, histoire de voir le scénario et basta. Même en normal, le jeu est ultra facile en fait. Je crois que je l'ai fait en difficile et j'ai pas eu de challenge. Non, mais il y a pas de difficile en fait. Il y a même pas de mode difficile. Tu l'as fait après, tu l'as refait en difficile après. J'ai refait quelques parties en difficile et je me suis dit non, c'est bon, je vais pas tout me refaire, mais je me suis dit, peut-être que le jeu, il revaudrait le coup de le faire en difficile. Au moment où la suite sortira. Il y a plus de challenge, mais après... Pourquoi pas, voilà. Moi, c'est pareil, je me suis gardé ça sous le coude en me disant, le jour où j'ai envie de le refaire, je le ferai en mode difficile parce que, ça me permettra d'apprécier un petit peu des parties du jeu que j'ai peut-être pas vu. Et je dois dire aussi, j'avoue que j'étais très impatient de voir, en fait, tout ce que le jeu avait à proposer. Ouais. Et que du coup, j'avais pas envie de passer du temps dans les c'est rigolo à dire, mais j'avais pas envie de passer du temps à jouer, je voulais voir ce qui se passait dans le jeu. Ouais, c'est un peu le plaisir du jeu, en fait. Voilà. Et notre camarade Chill, c'est à ton tour. Oui. Alors attendez, parce que moi j'avais des questions. Non, mais par rapport aux cinématiques, c'est qu'il y a un moment donné, est-ce que aujourd'hui ça compte comme une cinématique quand tu te balades sur un toit avec Aerys et que d'un seul coup la caméra tourne et que là tu vois la ville qui se révèle derrière la scène? Moi je vote pour. Et est-ce que parce qu'en fait là il se passe rien, on est d'accord que alors oui on peut déplacer le personnage de gauche à droite. Ou d'avant en arrière, mais en gros t'es juste là pour faire une scène, enfin pour voir le c'est du fan service. Voilà, c'est un peu le même fan service d'ailleurs que j'ai eu un exemple en discutant aujourd'hui sur un film de Tarantino où le dernier, bon je l'ai pas encore vu, mais on m'a expliqué du coup que en fait c'est une séquence de 6 minutes où le personnage de Brad Pitt se balade de sa maison au studio et en fait pendant 6 minutes tu le vois conduire, il se passe rien, peut-être qu'il parle. C'est un plan séquence. Ouais, une espèce de plan séquence. Et en fait, tout plan séquence, et je trouve ça très intéressant comme analyse. Et il me disait, en fait, que du coup, en fait, c'est juste pour voir le génie de la recréation du décor, en fait, de l'époque, quoi. Et pendant 6 minutes, en fait, tu admires, en fait, tout ce qui se passe hors champ, enfin, pas hors champ, mais, dans le champ, mais qui n'est pas forcément, l'action principale. Oui. Alors, je l'ai vu, et je n'ai pas de souvenir d'une scène de 6 minutes comme ça. Ouais, mais apparemment, la séquence est très longue, ou en tout cas, paraît très longue. Et du coup, ça n'a que cette utilité-là, en fait. Pour montrer un petit peu qu'est-ce que je suis capable de faire. Peut-être qu'effectivement, je l'ai consommé de manière, enfin, je veux dire, j'étais peut-être subjugué par le truc et je m'en suis pas rendu compte parce que ça fait long 6 minutes quand même. Ça dure d'un film. Donc, là où je veux en venir, c'est, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui font ça, où on te dit, ou même t'as une cinématique qui est dans le moteur du jeu, mais simplement, elle est complètement seamless par rapport, en fait, c'est pour ça que je vais en parler, parce que tout à l'heure, par rapport à Erika après, on en reparlera un petit peu de ça. Donc voilà, où t'es en train de faire quelque chose, genre t'es en train de marcher, et là d'un seul coup tu continues de contrôler ton personnage ou pas, mais tu restes dans le moteur du jeu, il se passe rien, il y a pas de temps de chargement, simplement t'as la caméra qui se tourne, et là tu vois une voiture qui déboule, enfin j'imagine dans des jeux comme Uncharted, c'est le genre de truc qui arrive tous les jours. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, je trouve que ça a vraiment plutôt le rôle de transition. En fait, véritablement, on est sur une phase où, par exemple, où il y a plus d'action et du coup, ça va être la transition vers une grosse couche de gunfight, par exemple, ou l'inversement, c'est-à-dire que du coup, tu sors d'un gros truc et d'un seul coup, faut calmer, faut mettre un petit peu un temps calme, un temps faible.
Et du coup, ça va être un espèce de modulateur, modulateur de rythme, voilà, en fait. Alors, moi, j'avoue que j'aime bien quand c'est justement, tu sens une grosse période de stress, et puis là, t'arrives à la fin, et puis on me dit, ah, c'est bon, là, ton personnage, regarde, il court tout seul. T'as plus besoin d'appuyer sur le bouton. Et, voilà, t'as gagné. Ça me plaît. Par contre, moi, je déteste, c'est quand t'es là en train de te balader tranquille, d'un seul coup, on te dit, caméra, elle tourne vers la gauche. Là, t'as une voiture qui déboule. Les mecs, ils commencent à te courir, te tirer dessus en roulant derrière toi. Et là, t'as la caméra qui arrive, mais complètement pétée. C'est-à-dire que toi, tu regardais droit devant toi, mais ce coup, ton personnage, il regarde complètement à l'opposé, et il faut courir. Et je trouve ça nul. Oui, parfois t'as des trucs comme ça, et t'es perdu un peu, quoi. T'es perdu, et c'est le moment où le jeu me rappelle, au fait, t'es dans un jeu, là, t'es pas en train de vivre ton aventure, en train de te balader dans le truc, en train d'échapper à des mecs. Non. Toi, tu pensais que tu faisais ça. En fait, pour moi, mon personnage, je l'ai orienté vers le nord. Pour moi, dans ma tête, il est toujours dans le nord. Et pour le coup, du coup, on est dans une faute de raccord. Ouais, parce que là, il sort du champ, tu te dis, il y a une ellipse, genre, quand la caméra se tourne, tu vois plus le personnage, elle revient, tu te dis, le mec, effectivement, il avait un buggy arrivé avec des mecs, dedans, à la Mad Max, il s'est retourné. Mais c'est nul. Et souvent, en plus, c'est là que tu sais pas, tu te dis, alors, est-ce que j'appuie vers le haut? Ou vers le bas, ouais. Et ça me sort complètement du truc. Là, pour moi, c'est là, ça me rappelle, t'es dans un jeu. Et t'es en train de jouer à un truc, et c'est artificiel. Le truc, c'est qu'on a tellement été habitué à ça avec les jeux, on va dire next-gen, ou même sur Play 3, il y a déjà des trucs comme ça, que maintenant on a un peu ce réflexe, quand on voit parfois des cinématiques, de vite être prêt, tu sais. Prêt à l'action. Là, j'ai un peu l'exemple, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier soir, j'ai joué à Days Gone, parce que oui, ça c'est partie des choses que vous allez apprendre sur moi aujourd'hui, là. C'est que t'as des gouttières. C'est que j'aime bien jouer à des jeux quand la hype est passée, tu vois. La hype, elle est jamais passée pour le jeu, en fait. Ouais, il était cool, non, Days Gone, ça va. Et disons qu'il y avait une hype quand ils l'ont annoncé, il y a genre 10 ans, et après ils se sont dit, ah ouais, bon, ok. Non, franchement, il est pas mal. Il est pas mal, parce que moi, les critiques, il est pas ouf, mais non, c'est joli. Non, c'est sympatoche. C'est pas ça se joue, quoi. C'est original, c'est un jeu, tu vois, contrairement aux autres jeux où tu crées des champignons, là, tu tues des zombies. Écoutez, il était à 16 balles, avec l'édition collector, le livret, l'artbook, le machin. Ouais, ça vaut le coup. Alors qu'il en valait 90, je fais, allez, ça vaut le coup, quoi, 15 balles. Mais t'as raison, pardon. Ouais, et du coup, en fait, à un moment, il y avait une espèce de cinématique à la con, entre deux. Et d'un coup, c'est un flashback du perso. Et dans la scène, en gros, il y a une nana qui discute, qui monte sur sa moto. Et d'un coup, ça se met en vue de dos. Donc, comme si on allait être prêt à conduire. Et en fait, j'ai vite pris ma manette pour jouer, en me disant, merde, putain, vite, faut que je conduise, faut pas que j'ai un accident. Et en fait, non, la cinématique a continué comme ça. Ça t'a laissé croire que t'allais jouer. En fait, non. Et ça m'a perturbé parce que, du coup, depuis quelques années, on est habitué à être, après une cinématique, parfois être de suite remis dans le bain comme ça, sans transition, et voilà. Moi, ça, je crois que ça, c'était une fausse bonne idée. En fait, je pense qu'il y a un mec qui a eu une non, mais je pense qu'un jour, il y a un gars qui a eu une bonne idée, c'est-à-dire se dire, les cinématiques, c'est un peu chiant, on fait rien. Viens, je prends un truc un petit peu à rebrousse-poil, pardon. Et, c'est-à-dire que les mecs, ils pensent que ça y est, ils sont tranquilles dans la cinématique. Eh ben non! Hop, t'as une QTE, tu dois faire des trucs. Ouais. Et je pense que la première fois, les gens se sont dit, je sais pas qui a fait ça en premier, quel connard a fait ça en premier, c'est un peu comme l'aventure de la pop-up, tu vois, ils savaient pas qu'il allait faire quelque chose de mal. Mais à la base, c'est parti d'une bonne intention. Mais bref, les gens, à mon avis, ils se sont dit, c'est très cool parce que le jeu m'a surpris à plein de moments, genre, il y a un moment donné, il y a une cinématique, et puis en fait, dedans, c'est pas une cinématique, je crois que c'est notre ami Kojima qui a mis ça, qui a lancé ça parce que j'ai le souvenir dans Metal Gear 1, quand on a la course-poursuite à la fin où Meryl conduit et nous on doit tirer sur les jeeps, là, on est sur une sorte de jeep avec une mitrailleuse, et il y a la cinématique où ça part, et d'un coup la jeep commence à conduire, et en fait tu captes qu'on tire dessus, je dis merde, ça joue, et va falloir tirer dessus, quoi. C'est possible. Mais, par contre, voilà, autant la première fois je pense que c'était tout à fait louable, autant toutes les autres fois je trouve que il y a un côté stressant, voilà. On est habitué à ce que la cinématique c'est un moment où on peut poser la manette, on se dit, bon, voilà, ça y est, je l'ai mérité, ça va être la fin du chapitre. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a plus de chapitres aujourd'hui. Je veux dire, les jeux sont seamless, quoi. Tu commences le jeu, tu finis le jeu quand tu t'arrêtes, quand tu meurs. Ouais. Mais sinon, il y a pas de moment où on te dit, chapitre 2. T'en as quelques-uns. À part dans FF7 Remake, qui s'est décomposé en chapitres. T'en as quelques-uns, mais ouais, ça reste rare. Mais du coup, c'est vraiment un parti pris assez récent de la saga, en fait. Du coup, de vraiment... Ouais, de séparer... Alors, du coup... Même si dans le 6, c'était déjà un peu le cas avec les 2 actes, quoi, mais...
Mais oui, effectivement, du coup, oui, il y a quand même ce retour au chapitrage, ce côté un petit peu, en fait, on suit une narration presque littéraire, en fait, quoi. Ouais. Avec ce moment super frustrant où t'es bloqué hors de... Il y a des scènes qui sont bloquées dans des chapitres. Enfin, des quêtes secondaires, si jamais tu les fais pas dans le chapitre, tu peux plus les faire. C'est assez frustrant pour plein de RPG, notamment. Ouais. Et du coup, ton sujet, alors? Non, attends, j'ai pas fini. Ce que je voulais dire, c'était que, moi, justement, je trouve que Kojima fait ça super bien en Death Stranding. Ouais. Dans des moments où on te dit, bah, là, t'es en train d'échapper à des mecs, à des bêtises, et ils sont en train de te poursuivre, et là, tu leur as échappé. T'as ta visière qui s'enlève parce que... Oui, et c'était fini, c'était vraiment fini. Ouais. Voilà, donc t'as un feeling de cinématique. Oui. Et pareil, à certains moments donnés où on te dit, bah, là, écoute, il y a de la musique qui arrive. C'est ça. Et on te dit pas, tiens, regarde par là. Tu vois, il y a aucun moment on hijack ta caméra, ou peut-être ça arrive, mais de manière assez légère, quoi. Subtil, ouais. Voilà. Mais souvent, on te dit, écoute la musique. Et instinctivement, tu regardes autour de toi, puis là, tu fais, ah ouais, putain, il y a la côte là-bas. Après, c'est un jeu qui invite très régulièrement à la contemplation, quoi. Ça te met dans un mood bien agréable, comme tu dis, avec la petite musique, un ciel bleu, machin, un beau paysage, enfin, ça t'invite souvent à ça. Et d'un coup, tu tapes comme tu dis, tu arrives dans une zone où il y a des bitches, là, tu tapes un coup de stress, quoi. D'un coup, t'es pas bien, quoi. Mais je pense que, oui, mais du coup, par rapport à ça, moi, je trouve que ces moments où il y a ça, je trouve que c'est super bien fait. Ouais. Parce qu'en fait, t'entends la petite musique, tout ça, puis naturellement, tu regardes, tu cherches, tu dis, ah ben, en fait, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu montrer. C'est ça. Et, souvent, voilà. Il y a des jeux, et juste pour aller complètement la polarité complètement opposée, je suis pas sûr, il me semble que c'était dans Nier Automata. Ouais. Ou quand t'es en train de parler à quelqu'un, que quelqu'un te parle, je suis pas sûr que c'est dans celui-là, je vais pouvoir peut-être te confirmer. Vas-y. T'es en train de parler à quelqu'un, et là tu dis, mais en fait, ok, il y a la personne qui me parle, mais en fait j'ai envie de tourner la tête. Et à chaque fois que la personne te dit une nouvelle phrase, ça tourne ta caméra. C'est dans Nier, je peux pas trop détourner la caméra quand et ça, je trouve ça, mais super frustrant. Oui. Parce que quelquefois, t'as juste envie de voir. Ouais, je suis pas sûr dans Nier Automata, parce que j'ai pas souvenir de ça. Si, moi, Dans Automata aussi? Ouais. Nier Replicant, bientôt. Ah, oui, j'ai vu ça. Ça fait partie des bonnes nouvelles dont on va parler dans le... Samurai Pitacast Numéro 2. Ou 3. Dans la partie qui s'appelle le... Ah, le Taiyakif, d'accord. Taiyakif. Parce que j'avais pas suivi. Et du coup, j'en parlerai pas, pour la peine. Oh. Now whatever happened to dear Honor Blue, who sang da 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 do, whose mechanical poetry charted the way from Archimedes Arithmica to sheer anarchy, whose convolute titles would always delight, who sang da 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 do. They made New York Times Sunday puzzles seem trite, who shredded each canvas while painting the smock, with a wink and a nod each to Schlitters and Bach, who sang da 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 do, whose websites have crumbled but none of us stopped, yet whose oeuvre still looms like that vision La Ball. Oh, whatever happened to dear Honor Blue, who sang da 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 do, da 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 do, da 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 do, da 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 do. Tu disais que Kojima il est rentré chez Konami à 23 ans. D'accord. Donc voilà, c'était... Ah ouais, je savais pas non plus. C'était... Et il s'est fait virer à quel âge, du coup? Du coup, j'avais quoi, je peux entendre. Il s'est fait virer à quel âge? Bah, je crois qu'elle est 52 ou 53, c'est ça? Alors, est-ce que vous voulez reboire quelque chose? Non, moi ça ira pour l'instant. Peut-être de... ok, non mais... Tu peux l'enregistrer là, ça y est? Ouais, ça enregistre. Ah, okay. Mais toujours est-il que, enfin, ça, je reviens à mon truc de tout à l'heure, c'est Kojima, 23 ans, je fais des études d'économie, hop, puis merde, ça m'emmerde, bien, je fais des jeux vidéo. Et puis les gens disent, oui, d'accord. Mais c'était une époque d'enculé, les années 80, tu arrivais avec t'habitais ton couteau, tu pouvais faire ce que tu voulais, quoi, on donnait ta chance et tout. Ok. Donc ça Bon, c'était le deuxième truc qui passe pas au CSA. Après les Turks, ça. Ah, attends, je me suis retenu sur Chifa dans la partie finale 7.
Et 2 fois, c'est Jérém, hein. Je vais pas vendre, mais... Ah, si c'est pas moi, ce sera Cédric. Donc, j'en arrive à ma chronique. Allez. Donc on a dit que le thème c'était cinéma et jeux vidéo. Il y avait 2 thèmes qui s'imposaient pour moi, c'était soit les adaptations de jeux vidéo dans le cinéma et vice versa. On a dit que c'était de la merde, on n'en parlait pas. C'est comme ça, c'est bien, ça fait 3 fois qu'on en parle. Ouais. On est tous en fait ça. Et moi, le deuxième truc, c'est les jeux en FMV. Et j'avoue que c'était tentant, moi aussi, j'ai failli m'en parler. Oui, parce que quand on dit cinéma et jeux vidéo, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, qu'est-ce qui ressemble qu'est-ce qui ressemble le plus à un film qu'un jeu en FMV, full motion vidéo, ce qui veut dire tout en vidéo. Pardon. Et qui, du coup, voilà, effectivement, c'est ce qu'on appelle aussi généralement un film interactif. C'est-à-dire qu'on voit des acteurs, on peut choisir des scènes, on peut choisir des décisions, etc. Mais ça reste un film qu'on regarde et qui est interactif, donc d'où son nom. Je sais pas où je vais caser ça, mais j'ai envie de parler de Mathieu Kassovitz. Non, mais autant l'aborder de suite, quoi. Je suis surpris, quoi. Je sais pas. Alors, Mathieu Kassovitz, il y a 10 ans, il m'a énervé. C'était le 20 février 2010. Depuis, il pourrit son compte Twitter. Hein, ouais, suit tous les jours, quoi. C'était le 20 février 2010, à l'occasion de la sortie de Heavy Rain. Mathieu Kassovitz, qui se dit un grand joueur, un gamer. Lui-même, il s'auto-revendique gamer. Pourquoi pas? Il a dit c'est bien ça. Je sais pas quand il parle, mais bien, c'est ouais, quand ils dream, ouais, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Heavy Rain, c'est un jeu qui en gros, il a dit, quand je vois Heavy Rain, je me dis que si ça continue, les jeux vidéo, on va pouvoir faire des trucs aussi intéressants que le cinéma. Et si c'est ça, moi j'aimerais bien faire des jeux. Alors, j'ai envie de lui dire non, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, on est d'accord avec toi, on n'est pas d'accord avec lui, effectivement. Voilà. Alors, je vais quand même vous citer les vraies phrases qu'il a dites dans cette interview qui était dans Le Monde.fr. Ah, mais Le Monde. Voilà. Alors, il a dit qu'il s'est trouvé frustré par la production actuelle. À 40 ans, on ne joue pas comme à 20 ans. Il me faut une bonne raison pour passer plus de 10 heures devant un jeu. Et je crois que le secteur aurait besoin de réalisateurs et de scénaristes pour créer des univers différents. Cela fait trop longtemps que l'industrie du jeu est monopolisée par les développeurs. Et le journaliste a ajouté, Mathieu Kassovitz, ne désespère d'ailleurs pas de réaliser un jour son premier jeu. Et ensuite, il enchaîne, nous ne sommes qu'au début d'un mouvement. Pour nous, réalisateurs qui avons grandi avec les jeux vidéo, ce média est un moyen de plus de raconter des histoires. Avec talent et subtilité, on peut tout aborder, même dans un jeu vidéo. Donc, il est pas allé dire que c'est à cause des jeux vidéo qu'il y a des tueries aux États-Unis ou des conneries comme ça, non? Je sais pas, non, je pense pas. Il est peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là, c'est pas, ça va. Mais quand même, on est d'accord que, le côté paternaliste et le côté, moi, c'est le 7e art, toi, c'est quoi, le 10e art? Même pas, c'est pas officiel, mais non, c'est combien? C'est quel, le 11e? C'est le 10e, c'est la BD, c'est ça? Non, le 9e art, la BD. Ah, ça doit être le 10e, alors. Non, ouais, on est d'accord que c'est nul à chier, comme réflexion. En fait, c'est un peu les mêmes rapports qu'il y a pu avoir au début du cinéma, justement, vis-à-vis de la façon dont on le jugeait comme nouveaux médias, en fait. Les nouveaux médias, en fait, c'est jugé comme de la merde. C'est pas juste considéré de l'art à partir du moment où ça fasse quoi, pour eux, quoi. Voilà. Et puis, peut-être qu'il faudrait l'informer qu'il y a des scénaristes qui travaillent pour ce vidéo. Alors, mais surtout qu'on est en 2010. C'est-à-dire qu'en 2010, le jeu vidéo a déjà 30 ans passé, et du coup, en fait, ne serait-ce que... il y a des jeux qui on en a cité plein, quelques-uns. Il y a des monuments, quoi. Des monuments du jeu vidéo. Et ne serait-ce que même Quantic Dream n'est pas son premier jeu avec Heavy Rain à l'époque. Donc, je veux dire, oui. Alors, c'est sûr que oui, quand je dis il y a des scénaristes dans le jeu vidéo, la plupart du temps, les meilleurs scénaristes sont pas dans le jeu vidéo. On va pas se le cacher, mais ça veut pas dire que la subtilité, le talent n'existe pas dans le jeu vidéo. Encore une fois, ça dépend de quoi on parle, et c'est un peu le même problème qu'il y a par exemple sur les adaptations littéraires, c'est-à-dire qu'on fait en film. À un moment donné, concevoir un scénario de jeu vidéo et concevoir un scénario de film, ça n'a aucun rapport, quoi. Mais vraiment aucun rapport, parce que du coup, on est vraiment sur une logique, déjà, on incarne un ou plusieurs personnages, en fait, ou une entité, peu importe, mais on est acteur, en fait, un spectacle qui est lui-même passif, hein, donc c'est pas du tout le même rapport dans la façon de construire une histoire, quoi. Voilà, et je trouve vraiment que c'était vraiment pas pertinent, enfin, en plus, voilà, pour quelqu'un qui se dit gamer. Et j'ai une question, du coup, il a vraiment un jour fait un jeu, pas? Je sais pas. J'espère que non. J'ai fait une recherche. Bon, c'était il y a 10 ans. Faut espérer qu'il a changé d'opinion un peu depuis. Je sais pas. Après, il a pas dit des trucs bien, Mathieu Kassovitz, ces dernières années, quand même.
Est-ce qu'il a fait des trucs bien? Je crois qu'il a fait une série sur Canal, j'ai pas suivi le truc, quoi. Ouais. Le bureau des légendes. Peut-être. Ça, il paraît que c'est très bien. Bon, sinon, du coup, j'ai envie de lui dire, peut-être qu'il faudrait ajouter des images dans les romans pour avoir des histoires aussi intéressantes que dans les mangas. Ou encore, l'animation, c'est la BD, mais en mieux. Voilà, alors peut-être tu nous as fait une Mathieu Kassovitz, là. Voilà. Alors, je sais pas, après, peut-être qu'on peut lui donner le bénéfice du doute, peut-être qu'il joue qu'à Call of Duty et à FIFA, et même que, encore Call of Duty, je suis désolé, mais, même Call of Duty, le 2, Modern Warfare 2, il y avait une bonne histoire dedans, quoi. Voilà. Enfin, la campagne solo était cool, quoi. Voilà. On a des séances qui sont, en tout cas, qui n'ont rien à envier à certains films. Pour être, des films de merde, d'accord. Oui, mais quand même, ça compte. Plus qu'on en est à mélanger les torchons et les serviettes. Ça vaut du Expendable, quoi. Le scénar de Call of ou Modern Warfare 2. Très largement. Voilà. Mais bref, j'ai pas à m'étendre sur le sujet puisque c'est pas le mien. Ouais. J'avais juste envie de lancer comme ça un petit clash. Allez, Mathieu Kassovitz, Kassovitz, pardon, tu vois, je dis même mal ton nom tellement je t'aime pas. Pourtant, il y a des films que j'ai aimés. Oui, du coup, on va avoir encore des échanges sur Twitter, quoi. Voilà. Mais donc, si tu m'écoutes, j'attends ton comeback. J'attends ton comeback. Ta réponse. Vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Je t'ai cassé. Bon. Du coup, si j'en crois à Mathieu Kassovitz, un bon jeu vidéo, c'est un jeu en FMV, parce que c'est un film en fait, interactif. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Non, il y a des choses qui s'expliquent en fait. On fera pas de commentaires parce que ça pourrait aller dans notre 4e partie en fait. C'est quoi le sushi? On y reviendra dans c'est quoi le sushi. On va dire que la blague que j'ai fait sur les Turks tout à l'heure, il aurait bien rigolé, Kassovitz. Comment tu veux qu'on monte tout ça, puisque même les choses qu'on devait couper, on va être obligé de les garder. On est tous de gauche, les gens connaissent trop le... Les gens ne savent pas. Voilà. Les gens s'en rendent compte en écoutant le podcast. Est-ce que être de gauche implique qu'on n'est forcément pas raciste? Je pense. Est-ce qu'on peut être de gauche et raciste? Je pense que ça existe en tout cas. Oui, ça peut exister. Alors. Mais pas ici, pas chez Samurai Pizza Cast. Tout ça pour une intro un peu foireuse de 8 minutes 35 quand même. Qui se concluait par la phrase que vous avez complètement zappée. Et donc, j'imagine que pour Mathieu Kassovitz, un bon jeu vidéo est un jeu en FMV puisqu'il s'agit d'un film interactif. C'est vrai qu'on a complètement fracassé ça. Ça chute, quoi. Une transition a été toute faite. C'est ce truc qu'il a écrit, le pauvre, quoi. Alors, j'ai 3248 mots de notes pour cette chronique. Et j'en ai mis quelques phrases. J'ai mis 5 phrases en gras. C'était l'une d'entre elles. Alors, c'est quoi les jeux en FMV? Quand est-ce que c'est apparu? Années 90, moi je dirais. Il y a pas un jeu avec Bruce Willis là, la con. Il y a pas un jeu avec Mark Hamill. Il y a un jeu avec Mark Hamill qui s'appelait Wing Commander 3. Alors je sais pas s'il était je sais pas si les deux précédents. Moi j'ai joué qu'au 3, j'avais sur PS1, pardon. Et c'est un jeu qui est sorti en 94, effectivement. Mark Hamill avec les Kill Ratty et tout le bordel c'était un jeu, donc en gros, si tu vois ce que c'est? Ouais. D'accord, donc j'en parle pas. Si vous savez pas ce que c'est, allez vous faire enculer. Non. C'était un jeu où tu pilotais des vaisseaux, tu faisais des dogfights dans l'espace, et entre deux, tu devais aussi gérer un petit peu le moral de ton crew et de discuter avec des gens qui étaient pas quelquefois énervés, qui jouaient très mal, quelquefois très bien, ça dépend. Et dedans, il y avait deux stars, il y avait Mark Hamill et un autre mec que j'ai oublié. Qui s'est fait. Une star de l'époque, quoi. Ouais, une star de l'époque. Enfin, ouais, voilà. Mark Hamill qui avait pas fait grand chose depuis Star Wars. Voilà. Mais ouais. Donc voilà, effectivement, il y avait celui-là. Peut-être. Alors déjà, on va essayer de se mettre d'accord sur la définition de FMV parce que full motion vidéo, on se dirait, c'est un truc qui est entièrement en vidéo filmé, voilà. Alors que pas forcément. Il y a des jeux qu'on considère, on va les mettre dans la case FMV, alors que juste ils ont des scènes filmées. Du coup, j'aurais une question à te poser, plus tard à ce sujet. Plus tard. D'accord. Une fois qu'on l'aura défini. Et inversement, tu peux avoir des jeux qui sont entièrement en animation, mais qui sont pas forcément filmés avec des vrais jeux. Comme par exemple Dragon Slayer. Voilà. Qui pour moi, du coup, rentre parfaitement dans la catégorie. Dragon Slayer, quelle année à votre avis? Attention. 93.
Alors, un indice, Jérémy n'était pas né. Jérém, pardon, n'était pas né. 87. 86. 83, les amis. Ah bah. 83. Alors, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, on sait à peu près ta date de naissance. Je suis dans 87. Né en 87. Son vrai nom, c'est Jérémy. Tu l'as dit au début du podcast, en plus. Donc Dragon's Lair, si je dis pas de bêtises, l'animation, donc c'était un jeu entièrement en animation, donc tu regardais un film, et c'était un peu le précurseur des jeux pour des QTE. C'était un jeu c'était que des QTE en fait, donc t'avais une scène qui se passait et par exemple, je sais pas, t'avais ton personnage qui marchait au milieu, t'avais un boulet qui arrivait à gauche, donc toi tu devais appuyer sur la droite. Sauf que à l'inverse des QTE aujourd'hui, il y avait aucune indication, à part quelquefois un petit élément du décor qui flashait, il fallait appuyer dans la direction de l'élément du décor. C'est un jeu super frustrant. C'est un jeu où tu meurs tout le temps. Donc, les gens qui ont joué à Dark Souls et qui pensent que Dark Souls est punitif, jouent à Dragon's Lair et on en reparle. Tout le pognon gaspillé dans les parce que c'était un jeu d'arcade où tu payais à chaque fois que tu mourais et tu mourais mais extrêmement souvent. Il est sorti sur console, il est ressorti sur les consoles modernes. Je l'ai pris par nostalgie et non, enfin pas par nostalgie, simplement parce que c'est un jeu que je voyais dans les magazines, je me disais l'animation est magnifique, ça avait l'air vraiment, t'avais vraiment envie d'y jouer. Non, c'est un jeu qui est insupportable, tu peux pas y jouer, c'est vraiment c'est une grosse merde Dragon's Lair. L'animation, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié, il me semble qu'elle avait été réalisée par Don Bluth, qui est pas rien. Si je dis pas de bêtises encore une fois, parce que ça remonte, il me semble qu'il avait fait Brisby et le secret de Nîmes. Ah, d'accord. Je crois que t'as raison. Et c'était un de mes films préférés quand j'étais petit, même s'il me faisait très peur. Au moment où les rats deviennent intelligents. Voilà, je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. C'est toute notre peur à tous. Surtout là où vous écoutez ce podcast. Voilà. Donc voilà, mais je pense, alors j'aurais dû faire mon taf et vérifier, j'ai pas vérifié, je pense que c'est le premier. Je pense que c'est le premier jeu qu'on peut qualifier de full motion vidéo. C'était Dragon's Lair. Ensuite, on a eu 10 ans plus tard Don Bluth pour Brisby. Ah voilà. Mais est-ce que Dragon's Lair aussi? Si je suis en train de vérifier. Il a fallu attendre une dizaine d'années pour voir d'autres jeux, et là, en fait, dans les années 90, au début des années 90, c'était l'âge d'or du FMV. Mais c'était aussi, je sais pas si vous jouiez déjà beaucoup à cette époque, c'était l'âge d'or. J'ai joué à mon premier FMV à peu près à cette époque-là, dans les années 90. Ouais. Et c'était l'âge d'or du jeu d'aventure graphique, des point and click, des jeux de ce type. Ce qui tombe bien parce que c'est un genre qui se prête très bien au FMV, puisqu'en fait, en gros, au lieu d'avoir simplement un écran fixe avec un élément interactif sur lequel on clique et il se passe quelque chose et c'est une animation en 3D ou quoi, bah là non, c'était juste de la vidéo ou alors voilà. Et dans cette période, il y a des jeux qui me faisaient fantasmer quand j'étais petit. Je les voyais dans les émissions à fond les manettes ou je sais plus, mes Micro Kids ou j'en sais rien, je sais plus comment ça s'appelait ces émissions, Télévisator 2. Je les voyais dans les magazines, dans Console Plus, dans Player One. Je voyais des images et ça donnait envie de jouer à un jeu qui ressemble à un film. Il y avait Night Trap sur Mega CD. Le jeu qui a fait, je pense, vendre des Mega CD. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Mega CD qui sont vendus et que la plupart des Mega CD qui sont vendus, c'était pour jouer à Night Trap, où on devait placer des pièges, donc il y avait différentes caméras, on devait mettre des pièges dans la maison, etc. Il y avait The Seventh Guest. Ah, moi mon premier FMV ça a été celui-là et j'avais joué même au Futuroscope. J'avais zappé toutes les attractions en fait pour passer une bonne après-midi dessus en fait. J'avais adoré ce jeu quoi à l'époque. Il y avait qui a été suivi ensuite, donc ça c'est en 93, en 95 on a eu The 11th Hour. On avait la série des Gabriel Knight. Je sais pas si ça vous parle, il y en avait un, je pense que la jaquette vous la voyez tous avec le truc là, le espèce oui. Voilà. Il y avait la série Tex Murphy avec Under a Killing Moon en 94. En 94, il y avait Wing Commander 3. Donc 94, on est déjà sur la PS1 parce que donc il est sorti je crois qu'il est sorti sur PC aussi, mais aussi sur PS1 et peut-être sur d'autres consoles, j'ai pas vérifié. Il y avait la série des Phantasmagoria. Et c'est le deuxième jeu en FMV que j'ai fait. Voilà. Ouais. Il y en a un, je suis pas sûr, j'y ai pensé et je suis pas sûr qu'on puisse y compter dedans. C'est D. Ça me parle. D sur PS1. C'était un jeu. En fait, c'était de la 3D. Et je sais plus si c'était dans le moteur du jeu ou... En fait, j'ai revu des images tout à l'heure vite fait comme ça. Et je crois que c'était de la 3D précalculée, pré-rendue. D'accord. Je pense pas que c'était dans le moteur du jeu. Le jeu s'appelait D. Et voilà. Il y avait Star Wars Rebel Assault 2.
Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'était Star Wars Rebel Assault 2 où en fait en gros t'avais une vidéo de Star Wars et tu tirais sur des vaisseaux qui apparaissaient. Tu vois ce que c'est? Genre t'avais l'étoile noire, t'avais une vidéo, t'es dans l'étoile noire, c'est la vidéo du film, voilà. Et t'as des vaisseaux qui apparaissaient, tu leur tirais dessus. Et du coup, pour faire ma deuxième invitation à regarder autre chose que d'écouter notre podcast, il y a une très bonne un épisode du Joueur du Grenier sur les FMV. D'accord. J'aurais peut-être dû regarder ça pour me renseigner. Ouais. En fait, en gros, pour que ça soit clair, j'ai fait 0 recherche. C'est une demi-heure avant que vous arriviez, j'ai regardé les dates. C'est bien, du coup, ça paraît crédible, hein. C'est vrai, si tu l'avais pas dit, t'aurais maintenu, l'illusion, ouais. Alors, moi, mon jeu, le premier jeu FMV auquel j'ai joué, c'était Urban Runner. Un jeu que personne ne connaît. J'ai eu du mal à retrouver le nom. J'ai cherché le jeu enquête, FMV, point and click, 1990, etc. C'est un jeu qui est sorti en 96, qui était réalisé par Cocktail Vision, publié par Sierra. Ah, Sierra. Voilà, qui était assez présent. Alors ça, j'avais sur PC, moi. Je pense qu'il est sorti que sur un sacré éditeur de jeux de l'époque, en fait. De jeux d'aventure. Un très très gros éditeur. C'est un jeu qui, à l'époque, si je me souviens bien, j'ai pas retrouvé l'info, mais il me semble que, parce qu'en fait, je suis tombé sur un article des Échos, mais je pouvais pas, il faut payer pour le lire. D'accord. Donc, il me semble qu'à l'époque, quand j'avais acheté le jeu, il disait que c'était le jeu, à ce moment-là, le plus cher, qui avait le plus gros budget de l'histoire du jeu vidéo. D'accord. J'ai retrouvé le budget, c'était 15 millions de francs. Ce qui était pas mal. Alors, je sais pas, peut-être, c'est possible qu'à l'époque, un jeu à 15 millions de francs, ça soit... C'était monstrueux, ouais. C'est un jeu qui avait pris 50 personnes qui avaient travaillé dessus. Rien que le tournage des vidéos avait duré 3 mois. Et donc c'est un jeu où on enquêtait. Et en fait, il y avait un petit, oh là là. L'un des principes de ce jeu, c'est que les scènes étant courtes, au lieu de te laisser, comme ce que tu peux avoir sur certains jeux, c'est-à-dire, t'as la scène qui se fige, ou alors t'as juste une boucle qui tourne, voilà. En fait, non, le jeu était en temps limité. C'est-à-dire que c'était, par exemple, t'avais un gars qui arrivait, qui sortait un flingue, et là, tu devais cliquer sur ton inventaire, sortir ton flingue, lui tirer dessus, enfin, ce genre de truc. Tu avais plein de mouvements à faire, vraiment, il fallait que tu fasses super rapidement, sinon le mec, il tirait, il te tuait. T'avais pas de moment où on te disait, là, t'as le choix de... Non, c'était toujours des trucs à chaque fois. Il fallait éviter une voiture, il fallait désamorcer une bombe, et c'est toujours super stressant. C'était, à mon avis, punitif parce que, ça coûte cher à tourner. Et que, à mon avis, je pense que le jeu, tu le finis en genre 45 minutes si jamais, tu le connais par cœur. Par contre, il fallait avoir une bonne dextérité et, je sais pas du tout la durée de vie. J'aurais pu regarder sur How Long to Beat, combien de temps il fallait pour battre ce jeu, mais voilà. À mon avis, et je voulais en parler parce qu'on va en reparler tout à l'heure, ça fait partie pour moi des gros défauts des jeux en FMV, c'est que, quand ils assument d'être un jeu qui coûte cher à produire, parce que chaque séquence coûte, là, tu peux pas dire, tiens, si on rajoutait juste un truc où le personnage marche dans la rue, ça coûte. T'es obligé de retourner, de reprendre les équipes de tournage, de reprendre l'acteur, d'aller dans la rue, de bloquer la rue, et ça coûte une fortune. Donc, quand ils assument de se dire, oui, ça coûte très cher, donc on a fait un jeu qui est très court. Il y a pas de problème. Quand on te dit, ouais, ça coûte très cher, mais vous inquiétez pas, on a fait un jeu, vous en avez pour 100 heures à votre jeu, et que le jeu dure 45 minutes, mais simplement tu dois recommencer le jeu à 0 à chaque fois que tu meurs. Ouais. Voilà. C'est mensonger, quoi. Et c'est pas que c'est mensonger, c'est super frustrant. Voilà. Donc, Urban Runner, c'était mon premier genre FMV. Donc ça, c'était mes premiers. Et je dois vous avouer que le souvenir que ça m'avait laissé à l'époque, c'était pas génial. Parce qu'effectivement, y a ce côté, où t'as l'impression de jouer à un film, et tu te dis, là, c'est cool, c'est bien, c'est beau, bon, c'était pas beau à l'époque, c'était dégueulasse, les jeux CD-ROM, ça ressemblait, c'était des bouillies de pixels, et t'avais, voilà. Mais ça faisait illusion. Sauf que, t'avais un côté, mais c'est pas trop un jeu quand même. Enfin, ça dépend, t'en as qui faisaient ça très bien, mais la plupart du temps, soit t'avais, forcément, vu que ça coûte cher de tourner des scènes, soit tu limitais l'interactivité et les choix possibles, ou soit tu rendais ça très difficile pour essayer d'allonger artificiellement la durée de vie. Et du coup, j'avais un petit peu ce côté-là où j'avais un peu ce sentiment que pour moi, les jeux FMV, c'était des jeux un petit peu les jeux de l'arnaque. On te disait, on te vend un truc qui ressemble, regarde, c'est du cinéma, mais en fait, tu vas le consommer minute par minute parce que ça va être compliqué. Et du coup... Pour justement rebondir sur ça, effectivement, Phantasmagoria, en fait, j'ai jamais dépassé à peu près le tiers du jeu parce que je me faisais défoncer tous les 3... Oui, voilà. Après, à vérifier, j'aurais pu vérifier ça, mais je pense que c'est des jeux qui ont un contenu assez court et que simplement, ils sont super difficiles pour que tu puisses pas y arriver tout de suite et que tu dises, j'en ai pour mon argent, ça fait 2 mois que je joue à ce jeu, j'en suis au chapitre 1.
Et du coup voilà, moi j'avais un petit peu cet a priori là en me disant bah ouais, les gens FMV quand j'ai vu que ça revenait, parce que là j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux qui étaient sur PlayStation Store ces derniers temps, des studios bizarrement, alors il doit avoir une subvention quelque part au Pays de Galles principalement et à Angleterre, enfin au Royaume-Uni quoi, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de studios londoniens et gallois qui ont sorti des trucs du genre Light Shift, The Bunker, The Complex, tout ça. Je sais pas si vous les avez vu passer sur PlayStation Store. Pas fait gaffe. Voilà, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux comme ça qui sortaient. Alors, d'un côté, ça m'a donné envie d'y m'y remettre, mais j'avais une petite appréhension. Et comme on avait dit qu'on allait parler d'un jeu tous en commun, ben je me suis dit allez, je me relance dans le truc et j'ai acheté un jeu. Parce que il était gratos, non? Alors non, celui-là était gratos. Mais moi j'ai acheté un jeu pour plein de raisons que je vais vous retrouver tout de suite. Dans sa 2e page ou 3e, je sais pas. Tu vois, c'est bien d'avoir des carnets en fait. C'est ça. Et alors. C'est old school, mais c'est c'est plus efficace. En fait, non, déjà, je me suis rendu compte que j'avais oublié que j'avais joué à plein de jeux en FMV, en fait, ces dernières années. Simplement, bah, juste, le fait qu'ils soient en FMV m'avait pas marqué. Ouais. Simplement parce qu'ils avaient énormément de qualité à côté. Qui fait que le jeu... Un exemple? Voilà. Alors, un exemple, c'est pour moi le meilleur jeu. Le meilleur jeu, mais même pas le meilleur jeu en FMV. L'un des meilleurs jeux. Dans mon top 10, t'as ce jeu-là. C'est Her Story. Moi, j'avais pris ça sur iOS à l'époque, parce qu'à l'époque, j'étais un capitaliste qui utilisait des iPhones. Et en fait, bah, alors, le principe, du coup, je vous le fais vite fait. En gros, on se retrouve à pouvoir farfouiller, je sais plus trop comment, dans les archives d'une enquête policière. Et en gros, t'as accès à un serveur dans lequel il y a des vidéos qui sont stockées. Mais le serveur, il est complètement niqué. Je me souviens de ce jeu. Et en fait, l'image qui est popée là. Et ce jeu, il est magnifique de bout en bout, que ce soit sur son concept, sa réalisation, son histoire, tout est absolument génial. Avec la télé, un tube cathodique qui refait. Exactement. Alors rien que ça, avec le magnétoscope, VHS et tout. Le bruit des touches. Moi, j'adorais, parce qu'en fait, à plusieurs moments, tu dois tout le temps utiliser la recherche dans le truc. Et quand tu tapes, ça fait le bruit des touches. Ça fait un vrai bruit de clavier sur ton téléphone. Et l'immersion, elle marche bien. Ça marche super bien. Et en fait, voilà, le principe c'est ça, t'arrives sur le serveur et ça te dit un message qui dit attention, il y avait un problème sur le serveur, toutes les vidéos sont archivées mais simplement elles sont plus indexées. Il faut les retrouver avec les mots clés. Et là tu regardes une première vidéo et puis t'as une meuf qui dit je sais plus, donc elle te parle de la mort de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est mort, je sais pas si on sait comment, je sais pas si on sait quel est le rapport qu'elle a avec cette personne. Et en gros, elle te dit, je sais plus, par exemple, j'en sais rien, elle te dit, il revenait de son travail chez Epson, par exemple. Ouais. J'en sais rien, je sais pas pourquoi Epson. Et là, tu dis que là, t'as un moteur de recherche. Et donc, tu vas chercher Epson. Parce que tu dis, ça m'a... Il faut pas deux autres marques normalement concurrentes. Ouais, Canon. Si tu veux chercher Epson, Canon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? J'en sais rien, les autres, ils servent à rien. Brother. Non, ça c'est une marque de cartouche, non? Non, faut les imprimantes aussi. Mais qui t'a dit que je parlais de la marque Epson? Peut-être que j'ai parlé de Epson, le bar branché de Cardiff Bay. Du coup, faut citer Blackstone. Bon, bref, elle te dit voilà. Donc, dans son interview, elle te dit, mais oui, mais je l'attendais, il devait rentrer du bar, le Blackstone, par exemple. On a oublié de citer Pepsi, du coup, tout à l'heure. C'est vrai. Donc voilà, elle dit il devait rentrer du bar le Blackstone. Donc toi tu dis tiens, c'est quoi Blackstone? Je cherchais dans le moteur de recherche Blackstone et là ça te dit 2 vidéos correspondent à Blackstone. Donc celle que tu viens de voir et une autre. J'ai effectivement vu voilà. Je pense que c'est peut-être le même. Et donc tu reconstitues toute l'histoire comme ça avec des vidéos qui sont forcément pas dans le bon ordre parce que du coup tu passes de mot-clé en mot-clé, donc tu cherches au fur et à mesure. Alors t'as quand même un petit index, un truc qui te dit le pourcentage de la base de données que t'as rempli, donc tu sais si t'as toutes les vidéos ou pas. Et l'histoire est géniale. Elle est vraiment très bien. L'actrice est super extraordinaire. Charismatique, quoi. Voilà, elle marche super bien, elle joue super bien. Vraiment, tout est très cool. Et ce que j'ai adoré à la fin, c'est qu'on te dit, alors, est-ce que tu penses, quand tu penses avoir compris, je sais plus, fais ça. Tu fais le truc, alors tu penses avoir compris? Oui. Bravo.
à aucun moment on te dit oui t'avais raison ou non. Voilà, est-ce que je te laisse dans façon. Tu penses avoir compris? Bah oui, bah très bien pour toi alors. Et alors j'ai entendu une critique il y a pas très longtemps de ce jeu parce que j'ai repensé à ce jeu plutôt à un autre podcast où ils en parlaient, et la personne disait ouais de toute façon c'est un jeu où nécessairement tu vas pas tout voir et donc chacun va se faire sa propre histoire. Je suis pas d'accord du tout. Non, il y a une vraie histoire, il y a voilà. Contrairement à notre ramène ton jeu quoi. Voilà, exactement. Contrairement à notre ramène ton jeu, où là, effectivement, on verra pas tous, à part si on refait le jeu plein de fois. Non, là, dans Her Story, tu vas voir tout ce qui se passe, si jamais, enfin, tu peux chercher toutes les vidéos, retrouver toutes les vidéos, et connaître toute l'histoire, avec tous les détails, avec tous les personnages qui vont intervenir dedans, et le rôle qu'ils ont eu dans le drame qui s'est déroulé. Donc voilà. Moi, s'il y avait un jeu que je vais conseiller, c'est celui-là. Sam Barlow, donc ça c'est un jeu qui est sorti en 2015. J'avais joué à peu près à cette époque, je pense que j'ai joué à la sortie et j'avais complètement oublié depuis. En 2019, il a sorti Telling Lies. J'ai pas joué et j'avoue que bah là du coup en reparlant, voilà, je pense que j'en reparlerai bientôt. Sam Barlow, sinon c'est quelqu'un aussi qui avait travaillé sur Silent Hill, Shattered Memories. Voilà, c'est juste pour situer un petit peu. Deuxième jeu auquel j'ai joué sans m'en rendre compte, c'est un jeu qui s'appelle Simulacra. Ah oui les gars, vous avez fait 40 minutes chacun. Je suis à 27 minutes. Vas-y, il compte les minutes quoi. Moi il compte les 10 minutes de questions là qui j'ai fait 40 en comptant les 10 d'intro quoi. Bah du coup il te reste 3 minutes en fait après là, 10 minutes de questions. Alors j'ai joué à Simulacra, c'est un jeu où t'as trouvé un téléphone. Et en gros il y a un mec qui t'envoie un message qui dit comment tu vas machin, puis tu dis bah non c'est pas moi. Comment ça se fait que t'as son téléphone? Et en gros, tu dois enquêter sur pourquoi la meuf a disparu et qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Un petit peu à Normal Lost Phone. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu. Je crois que tu nous en avais parlé. Voilà, qui était un peu sur le principe. Sauf que là, au lieu d'avoir dans un Normal Lost Phone, t'as un téléphone qui est dessiné avec des fichiers, machin, enfin toutes les icônes qui sont redessinées, voilà, de manière dessinée. Là, t'as une vraie interface de téléphone qui ressemble vraiment à un vrai téléphone. Toutes les vidéos, c'est des vraies vidéos. Les voix, c'est des vraies voix. Les gens te parlent. C'est pas juste du texte. Enfin, t'as pas de texte. Les gens te parlent. Et les vidéos sont flippantes. J'ai joué ça. Il était 23h. J'ai fini le jeu à 2h du matin. Je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus. J'étais là sur mon truc. Et je suis content de avoir joué sur téléphone. J'ai joué sur ordinateur parce que je pense que mon téléphone serait tombé de mes mains plusieurs fois. Sur ordinateur. Et j'étais là, je jouais et ça faisait... fait une série de petits bouts. Non, voilà. Alors, moi, je vous conseille, même si j'ai trouvé la fin super décevante. Toute la dernière partie, j'ai trouvé nul à chier. Mais tout le reste du jeu est très très bien. Il y a une suite qui est prévue très bientôt, normalement. J'ai cru voir sur le site à l'époque où quand j'ai joué à ce jeu, j'étais allé voir sur le site et ils en parlaient. Parce qu'il y a pas si longtemps, c'était il y a quelques mois, hein. Et donc le dernier jeu, celui que j'ai acheté, celui dont je voulais vous parler, je vais pas être très long parce qu'il mérite pas. C'était pas l'autre. C'est un jeu donc qui est sorti cette année et qui s'appelle Death Come True. La mort devient vraie. Alors, moi, c'est un jeu qui tapait dans plein de kinks. C'est un jeu qui a été écrit et réalisé par Kazutaka Kodaka. Le nom vous dit rien. Inventeur de la pellicule, donc petit-fils de l'inventeur de la pellicule. Tu vas devancer. Non, c'est l'auteur des Danganronpa. Ah. Voilà. Donc chez Spike Chunsoft. Donc ça c'est une de mes séries fétiches. J'adore les Danganronpa. Ouais. Il a quitté Spike Chunsoft en 2017 pour monter Tokyo Games. Alors Tokyo Games, mais souvent on le voit écrit en anglais Tokyo Games. Je pense que c'est simplement mal traduit. Voilà. Comment ils ont pu mal traduire Tokyo quoi? Non, parce qu'en fait c'est Tokyo Games. Enfin, bref. Voilà. Bref, Tokyo Games, c'est en gros sur le papier, c'est l'auteur des Danganronpa, donc Kazutaka Kodaka, le réalisateur des Zero Escape, Kotaro Uchikoshi, pardon, qui est ma deuxième série. Pour moi, elles sont au même niveau, ces deux séries-là. C'est mes Zero Escape et Danganronpa, c'est mes deux, j'ai mis ensemble parce que, déjà, le setting ressemble beaucoup. Et c'est vraiment, voilà. Et donc, je me suis dit, attends, ces deux mecs-là, font un jeu ensemble.
Et enfin ils ont fait un studio qui fait ce jeu et donc le mec a écrit, parce que je sais pas s'il a participé Kotaro là-dedans, mais en tout cas voilà, Kazutaka Kodaka a écrit, il a réalisé, c'est un studio avec plein de gens que je connais, que j'aime bien, qui font des trucs que j'adore. Ce jeu va être une tuerie? Non, c'est une grosse merde. Ouais, c'est un peu comme Lucas et Spielberg quand on fait Indiana Jones 4 quoi. C'est un peu la même chose quoi. Voilà, alors sur pourquoi le papier, ça c'était sexy, mais c'est ça. Alors surtout que le jeu commence très bien. Ou Dupontel et 30 et premières Jardin qui ont fait le bruit des glaçons quoi. Ça paraissait plein de potentiel et c'était de la merde quoi au final ce film. Alors les 30 premières secondes du jeu sont bien. On se réveille dans un hôtel, enfin notre personnage se réveille dans un hôtel, il sait pas où il est, il y a le téléphone qui sonne et puis il y a le réceptionniste qui dit si vous avez besoin d'aide, venez voir la réception. Clin d'œil. Parce qu'on sait très bien que quand il y a quelqu'un qui dit ça dans un jeu vidéo, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aller à la réception pour demander de l'aide. Mais bon, apparemment, c'était un gros plot twist quand ça arrivait dans le jeu. Donc désolé pour le spoiler. Donc voilà, il se réveille. Là, il se voit voir dans le miroir, et puis son visage, il est tout flou. Enfin, il est déformé. Et puis, oh, mais je suis flou. C'est quoi ça? Et là, il y a la télé qui est allumée, avec un mec qui raconte n'importe quoi à la télé. Il y a dans les bonus. T'as les journaux télé, où le mec il raconte n'importe quoi. Il dit, alors aujourd'hui, c'est le jour où on va lancer des chevaux contre les murs. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Voilà. Et, bref, t'as genre 5 vidéos comme ça, je sais pas tout regarder, parce que c'est Dupieux quand t'as Dupieux qui a fait les films. Et bref. Enfin vu son premier film. Attends, c'était quoi Rubber, c'est ça. Ah, Rubber, avec le pneu. Ouais, putain, c'est merde. et j'avoue qu'on me l'avait vendu comme un super film, et je me suis quand même globalement super fait chier. Et je crois que c'est pas ce profil, je crois que c'est le deuxième Rubber. Ah, c'est le deuxième. Il y en a eu un avant encore. Après, je trouve le concept super. Oui, c'est toujours ça. Bon, on y reviendra encore dans les... Ça vous dérange si je fais ma On y reviendra dans les sequels sushi parce que je vais parler de Dupieux, justement. Ah, c'est rigolo, ça. Ouais. Alors, du coup... Écoute, il nous a niqué la vôtre, du coup, on peut mettre la tienne, quoi. Moi, je parlais de trucs, il y a un rapport. Donc, il se réveille, et voilà, il y a la télé, il y a le journal, et là, ils disent, on recherche toujours le tueur en série, et c'est lui. Ouais. Voilà. Et là, la police arrive, tape à la porte, et là, il va devant la porte, et attention, l'écran se fige, on a des trucs, des histoires des neurones, des trucs, machin qui s'arrêtent, et là, on a un choix qui dit, ouvrir la porte. Et là, tu te dis, bah non. Apparemment, je suis recherché par la police. C'est la police qui tape, parce qu'on regarde, hein, quelqu'un qui tape à la porte, c'est la police. Et le mec, il dit, police, ouvrez. Je peux ouvrir la porte. Eh bien, c'est le choix qu'on a. Ah, donc tu es obligé d'ouvrir la porte. T'es obligé d'ouvrir la porte. Donc tu ouvres la porte, le flic arrive, tu meurs, parce qu'en fait, en gros, tu te débats, le mec il tire dessus, tu meurs, ça marque, vous êtes mort, tu te réveilles dans ton lit, tu te retapes toute la scène, t'arrives, la porte, tape à la porte, et là t'as deux choix, ouvrir la police ou aller se cacher. Je crois que c'est ça, du coup. Et alors... Ah, mais c'est méga relou, quoi. C'est méga relou. Et en fait, au bout d'un moment, tu commences à avoir plus de choix. Sauf qu'en fait, non, c'est un schéma qui revient plusieurs fois dans le jeu, où à des moments, tu dis, bah non, bah là, t'en as qu'un, ou alors t'en as deux, mais tu sais qu'il y en a un qui est faux, et en fait, en gros, t'es obligé de faire les deux, parce que t'as des informations dans l'autre. C'est super relou. Surtout que, en fait, moi, ça m'a saoulé, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai joué 45 minutes, et ça m'a saoulé au bout de 45 minutes, je me suis dit, ok, j'arrête. Là, tu vas arrêter, on te dit, attention, si vous quittez maintenant, votre sauvegarde s'efface. T'as aucun moyen de sauvegarder. Et en fait, quand tu quittes le jeu, et j'ai pas pris sur PS4, donc je pouvais pas mettre en veille, c'était sur mon PC. Et en fait, quand tu quittes le jeu, le jeu s'arrête, tu es obligé de recommencer à zéro. Et donc de te retaper toutes les scènes sans pouvoir mettre en, enfin voilà, c'est j'ai trouvé ça vraiment naze comme concept. Surtout qu'à certains moments donnés, t'as des choix qui te mènent vers des trucs qui ont rien à voir avec l'histoire. Du genre, à un moment donné, il y a, t'as quelqu'un qui tape à la porte et t'as le choix de l'ouvrir. Même pas, non. T'as le choix d'attacher une personne ou de pas l'attacher. Et si jamais tu l'attaches, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et ça m'a vraiment frustré, c'est que si jamais tu n'attaches pas la personne ne frappe à la porte. Alors tu dis comment ça se fait que le fait que j'attache quelqu'un change le fait que quelqu'un tape à la porte ou pas. En fait, c'est un jeu au niveau de la structure narrative, c'est une catastrophe en fait. Du coup, c'est anti-joueur en fait. Oui, voilà. Non, c'est comme si tu en fait t'as un chemin où tu vas rencontrer quelqu'un et un chemin où tu rencontres pas quelqu'un. Et du coup, si tu vas direct, bah tu peux pas lui parler. Mais que si tu vas là et tu dis je rebrousse chemin, et là tu peux lui parler. C'est un peu ça quoi. Alors non, ça c'est 428 Shibuya Scramble. Mais non, mais en gros t'as un bon choix et un mauvais choix, et t'as de temps en temps des informations qui sont cachées dans d'autres trucs, mais quelquefois t'as des scènes qui servent à rien. Donc en gros là, si jamais tu fais ça, que t'attaches la personne et quelqu'un tape à la porte,
c'est une meuf complètement random qui arrive, qui dit ah mais t'es le tueur en série, ah t'as quelqu'un qui est attaché, viens on la tue à 2. Et là t'as le choix de dire oui on la tue à 2, et là elle la tue et elle te tue après, ou alors tu dis non je vais pas la tuer et là elle te tue toi. Et donc dans les deux cas t'as perdu. Donc toutes ces scènes là en fait te servent à rien et ça apporte rien, c'est très bizarre. Donc moi c'est un jeu que je conseille pas, malgré toute la promesse qu'il y avait autour de ce jeu, qui est alors même s'il devient un peu plus intéressant vers la suite, je trouve que le début est tellement relou que c'est pas la peine de s'infliger, c'est vraiment pas le meilleur jeu. Du coup je parlais vite fait de 428 Shibuya Scramble. Là pour le coup en fait c'est un jeu où tu vas effectivement avoir plusieurs choix tu vas te retrouver bloqué dans une branche, dans un embranchement, et pour pouvoir le débloquer il va falloir que tu prennes l'autre, un petit peu comme dans Zero Time Dilemma, dans le Zero Escape 3. Sauf que ça marche mieux. L'histoire est plus intéressante, c'est un peu plus naturel, et même t'as envie en fait de voir ce qui se passe à côté. Alors que dans Death Come True, non. En fait, vu que tu te fais avoir une fois avec une scène de merde qui sert à rien, t'as plus envie de te dire je veux voir la suite. L'histoire devient un peu intéressante vers la fin, mais en dehors de ça, c'est vraiment pas cool. Voilà. Du coup, juste pour enchaîner, est-ce qu'on enchaîne directement sur j'ai une question à la fin. Ouais. Conclusion, les FMV c'est bien ou pas? Alors les FMV, est-ce que c'est bien ou pas? C'est bien quand c'est bien utilisé, en fait. C'est bien quand tu vois pas que c'est un FMV. C'est bien quand tu te dis pas ah tiens je suis en train de vivre un film interactif. Parce que moi par exemple dans Death Come True, il y a un moment donné t'as une scène et t'es obligé de te la taper. Alors tu peux la mettre en accéléré si tu veux, ce qui est pas clair dans le jeu dont on va parler après. Mais t'es quand même super passif. Et c'est bien quelquefois d'être passif quand t'es investi dans un truc, quand tu regardes un film. En fait, moi, quand je regarde un film, je suis passif, mais je suis dans le film. Et là, en fait, systématiquement, on t'en sort très souvent avec un écran qui va changer complètement l'interface. Enfin, je veux dire, tu vas avoir un truc complètement artificiel. T'as pas des choses comme Dragon's Lair, par exemple, quand je disais tout à l'heure, c'est injouable parce que il te dit pas, il y a pas de flèche vers la gauche ou vers la droite. Mais t'as un côté aussi où si vraiment quelqu'un s'investit dans Dragon's Lair, je pense que ça peut devenir un réflexe au bout d'un moment. Et tu dis, hop là, je sais, et tu peux appuyer, enfin voilà, tu peux sentir ce que et au passage, t'es bien dans le boost. Ouais. Et, oui. Et un peu ce que t'as dans Heavy Rain. Dans Heavy Rain, à un moment donné, les actions contextuelles, tu les connais. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu te dis, tiens, tu vas ramper, il y a plus besoin de te rafficher, appuie sur L2, R2 pour ramper. Tu le sais, en fait, ça te raffiche quand même, mais tu le fais naturellement. Ce que j'ai pas retrouvé dans les autres jeux de Quantic Dreams, par exemple, dans l'autre, comment il s'appelle? Beyond Two Souls et même dans D3. J'ai pas retrouvé ça, en fait, dans Beyond Two Souls et dans D3, j'ai dû afficher à chaque fois toutes les QTE pour savoir ce qu'il fallait faire. Et bref, moi, voilà, je trouve que quand c'est un jeu comme, par exemple, dans Simulacra, dans Her Story, où la vidéo, c'est un élément du contenu, c'est pas l'élément interactif. Je trouve que ça marche très très bien. Quand ton principal média, c'est la vidéo, et qu'on vient rajouter une interaction par-dessus, je trouve qu'il y a un côté un peu bancal, qui marche pas des masses. Sauf dans Erika. Super transition.